Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 22, mesdames et messieurs. Hey, 13 janvier, on a eu des belles fêtes, mais là, il fait frette. Toi, Alex, ça se passe bien de ton côté? Très bien, mais c'est ça. C'est pas chaud non, pour le boulot. Non. Ben, tu sais, c'est la musique parfaite pour parler de black metal, je pense, là. Oui, absolument. C'est la musique parfaite. Non, c'est un temps parfait pour parler de musique black metal parce que c'est la musique de forêt, scandinave, boréale, où il y a de la neige, on en a vu plein. Oui, la musique de frette, là, de vraie frette. Ouais, à l'automne, là, on va écouter du doom. Mm-hmm. On écoute du trash. Ah oui, c'est bord de la piscine. L'hiver, tu demandes aux métalleux, pas tous, mais beaucoup de métalleux vont être portés à écouter plus de black metal durant la saison hivernale. Ben oui. Puis ça se prête tellement bien. Ben c'est ça. Puis tu sais, on le sait, les racines scandinaves, norvégiennes, tout ça, tu sais, c'est le fret, il y en a par là. Puis fait que là, c'est ça connecte super bien avec l'invité qu'on a ce mois-ci. Gabriel McCary, Gab 357, Gab 357, c'est comme un type bilingue pas mal. Il porte plein de chapeaux. Un type très sympathique. J'ai eu vraiment du fun à jaser avec. Au début, je voulais faire juste une demi-heure d'entrevue, mais là, il y avait trop de sujets qu'on n'avait pas parlé. OK, on a prolongé ça, puis j'ai donné son épisode à lui parce que je trouvais qu'il le méritait. C'est un chanteur. On l'a entendu dans un paquet de bands, dont Iron Descendant. Ça, c'est le band le plus populaire dont il a fait partie. Au début des années 2000, c'était vraiment la vague math metal, le Dillinger Escape Plan, tout ça. C'était vraiment un band qui a super bien fonctionné. Mais lui, il venait du black metal. Unquintessence, c'était son premier band. Il en parle dans l'entrevue. Il était all-in. Puis son band le plus récent, Blight, vraiment, moi, je l'ai mentionné à quelques reprises dans plusieurs épisodes, le black metal, c'est pas le sous-genre que j'écoute le plus. Puis je sais qu'il y a plein de sous-genres, il y a plein de sortes de black, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour ceux qui écoutent du black traditionnel lo-fi, il y en a que c'est un peu mieux TP, heureusement. Il y en a qui a du corpse paint, il y en a qui en ont pas, il y en a que c'est plus atmosphérique, plus prog. Fait que tu sais, c'est quelque chose que je suis très ouvert d'écouter plus. Puis là, je pense qu'Alex, il a le goût de nous faire découvrir quelques trucs que clairement, moi, je ne connais pas. Fait que de quoi tu veux nous parler, mon cher? Oui, écoute, Christophe, en fait, j'ai retenu dans l'entrevue, puis je sais que tu l'avais déjà mentionné dans d'autres épisodes, puis peut-être juste à moi directement aussi. À d'autres occasions que le black, c'était pas trop ta tasse de thé. Puis en fait, on dirait que il y avait cet épisode-là qui s'y portait beaucoup avec ton invité, je pense que ça même s'il écoute plein de trucs métal, je pense que son univers, là, puis ce qu'il fait, ce qu'il produit comme artiste, se rattache beaucoup au black metal. Oui, c'est ça, parce que parenthèse, on en parle dans l'entrevue, mais c'est aussi un éditeur de livres mystiques, ésotériques, qui a beaucoup de trucs occultes et d'imagerie très connexes avec tout ce qui est metal at large, mais aussi très, très black metal, tu sais, des gravures. Puis je vais pas remonter les livres, là, vous allez voir dans l'entrevue, il y a des trucs, c'est absolument incroyable. Les artistes qui publient, les artistes visuels qui sont dans ces livres-là, mais ça connecte super bien avec cet univers-là. T'sais. C'est ça. Donc, écoute, je partais, je me disais, bon, est-ce que... en fait, je suis devenu beaucoup plus enthousiaste que je l'aurais imaginé parce que j'aime le black metal, mais c'est pas le genre que j'écoute le plus, mais j'ai même si c'est un jeu de Mayhem présentement. Ah non, mais là, c'est ça, on va y arriver tantôt, là, justement, c'est un incontournable. Fait que là, je me suis dit, bon,
qu'est-ce que je fais? Par où commencer? Puis là, j'allais trop loin. Je me suis vraiment beaucoup je vais dire auto-censuré, mais je me suis limité à quelques albums. Je me suis dit, pour quelqu'un qui aime pas le black metal, quelle serait la meilleure façon d'arriver là-dedans? OK. Puis là, avant ça, je vais essayer de faire ça, de synthétiser le plus possible, juste faire un petit résumé de ce que c'est le black metal, d'où ça vient le black metal. Parce qu'il y a eu une première vague de black metal dans les années 80, qu'on a associé à Venom à cause de l'album Black Metal. C'était le terme, mais le son. Le son. Ben, le son, c'était un band plus sombre, mais bon. Puis il y avait aussi Hellhammer, Celtic Frost qui jouait un petit peu dans ces eaux-là, Battery aussi. Fait que ça, c'est la première, les premiers balbutiements de ce qu'on appelait le black metal. Mais il y a eu une deuxième vague au début des années 90 qui a été initiée en Norvège, particulièrement. C'est là que le plus gros de l'effervescence s'est fait. Et ce black metal-là, qu'on appelle le black metal de la deuxième vague de black metal, donc le black metal norvégien, c'est vraiment ce qui a marqué, je pense, cette culture et tous ces sous-genres qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui encore. Même aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu d'autres. Il y a eu plein de déclinaisons du black metal, plein de sous-genres. Ça a comme cristallisé. Mais c'est quoi le black metal? Ce phénomène culturel-là des années 90 en Scandinavie a vraiment cristallisé l'ensemble du black metal. Puis crissé le feu aussi en même temps. Oui, certains ont crissé le feu. Puis c'est ça, dans cette période-là, donc début des années 90, là, disons surtout 92, 94, là, il se passait vraiment de quoi sur la scène norvégienne avec plein de jeunes musiciens qui c'est un mouvement un peu, je trouve, qui se découle un petit peu de la culture punk des années 70, où il y avait un mouvement là, de jeunes en révolte. Là, c'était dans le punk. L'urgence. L'urgence. Là, c'était plus le milieu ouvrier. C'était plus contre la. Je sais pas contre la. Un peu aussi. Le punk, mais le punk, c'était plus contre pas la l'establishment. L'establishment puis tout ça. Bon. Puis là, il y avait un peu de ça aussi dans le black metal, mais là, on joue vraiment beaucoup avec on allait dans le satanisme, le mysticisme. Il y a eu, on parlait de beaucoup de misanthropie. Il y a toute une idéologie, puis une philosophie, puis une esthétique qui s'est développée à ce moment-là. Mais c'est très proche de l'esprit punk, mais aussi dans l'urgence de faire de la musique. Fait qu'on se calisse de comment ça sonne. On n'a pas des bons amplis, ça sonne pas bien, c'est pas grave. C'est pas nécessairement des bons musiciens tant que ça non plus. C'est l'impression qu'on a, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça dépend des artistes. Ça dépend des artistes. Mais déjà, là, il y avait des musiciens qui avaient de quoi à dire, puis qui étaient déjà talentueux parce que ce black metal-là s'est développé vraiment rapidement. Puis tout de suite, il y a eu dans toute cette espèce de c'était foisonnant. D'ébullition là, il y a eu rapidement, il y a eu des évolutions, puis toutes sortes de bands qui sont arrivées avec des propositions. Il y en a qui avaient un côté plus folklorique, il y avait Emperor avec un côté plus symphonique déjà au départ. Fait qu'il y avait quand même des musiciens, des gens qui avaient un certain talent. Puis même le côté raw, le côté vraiment lame de rasoir. Puis le son cheap. Quand on découvre les albums, à la première écoute, c'est rebutant, mais quand on va au-delà de ça, on se rend compte qu'il y avait quand même une recherche, puis un travail, puis il y avait quelque chose de quand même intéressant, puis qui s'apprécie après quelques écoutes. Il y en a que c'est plus dur. Donc, c'est pour ça que je me dis, comment entrer dans cet univers-là? À l'époque, on rentrait dedans peut-être comme ça venait parce qu'on découvrait ça, puis il y avait ce mouvement-là mais avec le recul, puis le fil du temps, on a entendu des sons, des albums avec des meilleurs dans le black metal avec des meilleures productions. Il y a des bandes de black metal progressifs qui ont évolué, comme Enslave qui est rendu un groupe, là, tu sais. Même Opeth, de black qui progresse. C'était black un petit peu au début, là. Un peu, oui, il y avait un petit peu de ça. Ouais. Alors, pour rester quand même dans ces années-là, puis dans cette scène-là, je dirais que le premier album, j'en ai choisi 3. Bon. OK. Même si le premier balbutiement, comme je le dis, je me répète, là, c'est la Norvège, on va quand même partir de la Suède avec Dissection. Ah ouais? OK.
qui a sorti en 1995. C'était leur deuxième album. Il y avait un album précédent de Summerlane, puis celui-là, qui est Storm of the Lights Bane. J'ai jamais écouté du Dissection. J'ai comme l'impression, avec le nom, que c'est du Death, mais... Ça donne l'impression que c'est du Death, mais tu vois quand même l'imagerie, le décor hivernal. Bon, le cavalier, ça fait un petit peu quasiment, je dirais, Merciful Fate, là. Oui, c'est vrai. Mais le côté hivernal est là, est présent. Et évidemment, ça parle de mort, de misanthropie, de nihilisme, de tout ça à travers... Il y a plus d'imagerie là-dedans. Donc, ce groupe-là suédois, Dissection, a quand même fait jaser de lui à cause du chanteur. Là, je m'excuse si je ne prononce pas son nom correctement, mais c'est Jon Notfate, qui a fait de la prison. Puis ça, il y a toujours l'aspect dangereux un petit peu du black metal. Il y en a plusieurs qui a eu, il y a eu des meurtres, des suicides. C'est ça, on va en parler. C'est ça. Donc lui a fait de la prison parce qu'il a été complice il était en fait accusé complice de meurtre. Ah ouais, il aurait tué, il aurait participé au meurtre d'un homosexuel qui était d'origine algérienne. Donc, il a fait plusieurs années de prison. Ça, c'était peu de temps après cet album-là. Okay. Puis le groupe, donc, avait fait une pause, puis ils sont revenus pour un dernier album. Mais lui, après sa peine d'emprisonnement, puis après la sortie du dernier album, qui est sorti vers 2005-2006, il s'est suicidé dans son appartement. Donc, il y avait 35, 36, je ne sais plus trop, là, mais en tout cas. Donc, très jeune. Fait que ça conserve cette espèce d'aura-là de danger, puis de cette culture de violence un peu, là, de cet univers-là. De désespoir. Là. Il y a de désespoir, peut-être d'un manque d'éducation aussi, peut-être, à quelque part, là, pour arriver à ces gestes-là. Mais cet album-là, en fait, pourquoi c'est une bonne porte d'entrée, c'est que tu disais, ça a l'air un peu death metal. Il y a un petit peu de death metal parce qu'il y a un petit peu de blast beat, mais c'est hyper mélodique. Ça sonne bien aussi? Ou... ça sonne, oui, c'est quand même 90. Assez bien produit. Puis, mais c'est surtout que c'est hyper mélodique. Fait que, au début, t'as le vibe du black metal, mais t'as puis le black metal aussi qui est beaucoup associé au trémolo, au picking trémolo, fait que souvent. Puis contrairement au métal, mettons plus le thrash, des trucs comme ça, le power chord, ici, on a toujours des accords complets. Là. On utilise vraiment comme les 6 cordes pour faire des accords, qui sont souvent des accords des modes mineurs. Puis on joue avec des intervalles, là, des intervalles de notes qui vont toujours apporter une espèce de côté, une vibe un peu dark, un peu sombre, un peu... Fait que ça, c'est très présent là-dedans, mais en même temps, il y a des mélodies là-dessus, là, c'est épique. C'est vraiment... moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais sur le cul, je capotais, j'étais vraiment surpris même que ça soit aussi mélodique, mais il y a quand même ce côté menaçant-là du black metal. OK. Ça, puis le vocal est assez éraillé quand même, là, c'est très... Oui, un vocal qui est très proche du black, plus proche du black que du death. Plus tard, ils étaient un petit peu plus vers le dernier album était plus death, mais The Summerlane, c'était puis celui-là, mais celui-là c'est vraiment c'est leur album, c'est leur must. Il est plus haut là, c'est moins guttural. Oui, vraiment. Mais c'est aussi leur meilleur disque de ce groupe-là. C'est vraiment parfait. Je note. Incontournable. Après ça, on s'en va en Suisse. Donc, on recule d'une année en 94 avec Samael, qui est un groupe suisse avec Ceremony of Opposites, qui est leur 3e album, si je ne me trompe pas. Les premiers albums étaient vraiment moins bien produits, vraiment plus black. Mais Samael, il y a eu beaucoup de phases, hein, ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé. Maintenant, on n'est plus du tout dans le black metal de l'époque. Ici, on est vraiment dans une transition et, selon moi, c'est leur chef-d'œuvre. Il y a l'album d'après qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Passage, qui est plus dans la science-fiction, dans le cosmique. Mais là, on est avec cette image espèce de Christ avec les clous. Très Hellraiser, hein? Très Hellraiser, ouais. C'est carré. Le logo aussi qui fait très black. Ouais. Donc, Ceremony of Opposites, qui est très groovy. C'est beaucoup de rythmique. C'est en fait même la batterie, c'est de la programmation. C'est un drum programmé. Il y avait ça dans le black metal, hein? Parfois, oui. C'est ça, hein? Fait que là, on s'en allait vers quelque chose.
je veux pas dire industriel, mais il y a un petit côté un peu de ça, mais ça reste quand même, c'est souvent des tempos de marche. Fait que c'est pas très rapide, c'est très assis, mais il y a quelque chose là-dedans, puis il y a pas une toune de plate là-dessus. C'est un bijou de métal. At large. At large, oui, vraiment. Quelle année celle-là? 94. Okay. 94, c'est une année très, très importante dans le black metal. Là, tu vois, tu en as parlé tantôt, j'ai le t-shirt, mais justement pour cet album, Mayhem, des Mysteries Dom Satanas. Puis je vais juste montrer aussi, j'ai pas parlé des corpse paint, là, mais souvent on le voit bien ici. Là. Mais Mayhem, tu sais, c'est dans les pionniers. C'est dans les pionniers. Roule encore aussi. Hein, qui roule encore, mais leur histoire est particulière. Il y a eu un film qui a été fait récemment là-dessus. Metallica avait même fait un clip avec le réalisateur, le nom m'échappe, le réalisateur d'un des clips de leur dernier album avait fait... Jonas Ackerlund. Oui, je pense que c'est un Suédois. Il a fait beaucoup de clips, il avait réalisé Spawn aussi, puis le nom du film... Lord of Chaos, qui est le film qui est justement sur l'histoire de Mayhem. C'est ça. Donc, les débuts de Mayhem, dans lequel on retrace un petit peu... Les die-hard fans de black metal, les purs et durs ont détesté le film. Ouais. Mais c'est un film inspiré de. Oui, c'est ça. Puis il y avait dans ce mouvement-là, parce qu'il y en a qui l'ont vécu à fond, cette période-là, puis il y en a d'autres de cette même époque-là qui avaient une certaine distance, puis qui voyaient. Il y avait un petit côté gimmick. Faut pas se le cacher, là. Il y avait. C'est les costumes d'Haldwyn, tu sais. On a des maquillages de Kiss, tu sais, à quelque part, tu sais. Il y avait plein de jeunes, entre, je sais pas, 16, 17, 18 ans qui commençaient à vouloir percer dans le métal. Fait qu'ils étaient prêts aussi à faire parler d'eux avec une imagerie provocante, puis comme d'autres l'ont fait avant eux, mais là, on repoussait un petit peu les limites. Mais c'est ça, comme on l'a dit, il y a des histoires de meurtres, d'églises brûlées. Puis, c'est ça. Justement, Mayhem, il y a le guitariste Euronymous, c'était son nom d'artiste. Je pense pas qu'il a été baptisé comme ça. Non. Qui a été... en fait, c'est lui qui avait parti le Dead Silence Production, l'étiquette de disques, puis lui il avait un magasin de disques, l'étiquette où il y avait plein de bandes. Autour de lui, il y a eu toutes sortes de musiciens, dont Count Grishnak, qui faisait le groupe, son projet Burzum, qui a fait de la prison, qui est toujours... Ah non, qui est sorti de la prison. Oui, il fait des vidéos, des capsules sur YouTube. C'est un genre de redneck très nationaliste, néo-nazi. C'est vraiment un crackpot que plein de gens aiment, puis plein de gens qui aiment sa musique pareil. En tout cas, ça vous appartient. Je veux pas dénigrer ses projets musicaux. C'est ça, tu sais, puis on en a parlé souvent, tu sais, de séparer l'art de l'artiste, puis tu sais, on faut qu'on, tu sais, si on est capable de le faire, c'est important parce qu'il y a des personnages qui nous ont déçus souvent, hein, des oui, pas juste dans la musique, là, dans toutes sortes de milieux. Cinéma, tu sais, puis tu sais. Soit on fait une croix sur son art, ou soit on prend l'art pour ce qui est, puis on oublie le bonhomme, tu sais, parce que c'est souvent des gars. Là. Des fois, c'est plus facile avec certains artistes que d'autres, ou dans des situations qui sont plus moins condamnables que d'autres. Peu importe, mais tout ça pour dire que ce Count Grishnak-là, c'est lui qui avait assassiné Euronymous. Dead. Non, Dead, en fait, c'est le premier chanteur de Mayhem qui, lui, s'est suicidé. C'est ça. Ouais, lui, il était dépressif, problème de santé mentale, tout ça. C'est fascinant quand même quand tu creuses puis tu te renseignes. C'est bien connu, là, mais pour les gens qui connaissent pas du tout le Dead, c'est qui est allé chercher des morceaux de son crâne, s'est fait un collier avec? C'était Euronymous, là. C'était le guitariste, ouais. Ils ont fait une pochette avec... d'un bootleg, là. Live, puis il y a une pochette avec la photo là, de la scène. Dead à terre. Là. C'est complètement surréel. Quand tu penses à ça, c'est c'est fou pareil. Hein? Mais tu sais, comme tu dis, ça contribue à l'aura, du espèce de danger. Puis, moi, je me souviens, quand j'ai découvert Mayhem, pour vrai, c'est un des rares albums où il y avait quelque chose qui me faisait peur. Mais pour vrai, tu sais,
Dans le son un peu aussi, les photos. Oui, mais dans toute l'histoire, dans tout ce qui entourait ça, toute la légende qui était autour de ça. Mais ça l'a dit, au-delà de tous ces aspects-là qui peuvent déranger, agacer, provoquer, peu importe. La musique. La musique de cet album-là, pour vrai, est vraiment excellente. Vraiment. Je trouve que si tu es capable de passer à travers Dissection puis Samael, tu peux embarquer dans Mayhem qui va t'ouvrir la porte après ça à Dark Throne. Mais même Dark Throne, ça rock quand même. Oui, mais les premiers albums, là, c'est plus abrasif. Son, là, c'est très abrasif, c'est très difficile de tu sais, aujourd'hui, là, c'est vraiment comme ce qu'ils font aujourd'hui, ça rock, puis c'est vraiment du Celtic Frost, puis du Hammer, puis du Battery, là, c'est très, très basic, puis low profile, mais là, il y avait quelque chose là, dans l'approche des premiers albums, mais ça peut t'ouvrir la porte à tous ces groupes-là. Donc, il y avait Satyricon, Emperor, Immortal. Écoute, puis c'est tous des bands qu'après ça, ils sont devenus de plus en plus rock, entre guillemets. Tu sais, là, quand on regarde Abbat, là, tu sais, après Emperor, tu sais, c'est quelque chose de très, très accessible. Ben, le Emperor, en fait, il y avait le Izan qui a fait sa carrière solo, qui est rendu qui fait du métal beaucoup plus progressif. Là. Oui, tout à fait. C'est excellent. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, il y a eu toute une évolution. Fait que il y a encore des bands qui sont restés dans cette dynamique-là, dans le classique. Puis après ça, ben, t'as plein de déclinaisons du black. Il y a beaucoup de black metal en France depuis une dizaine d'années qui c'est un genre très prisé dans la scène métal française, mais souvent on est plus dans le philosophique. Puis aussi, il y a eu une petite vague là, de black de groupes plus nationalistes mais il y en a qui sont nationalistes, pas nécessairement dans le mauvais sens, qui vont juste mettre en valeur leur folklore, qui vont choisir de chanter dans leur langue. Comme Forteresse, des groupes québécois. Comme Sorcier des Glaces, comme plein de bands du Québec qui utilisaient l'espèce de mal de vivre québécois ou le mal de vivre, l'espèce d'une certaine époque, d'une certaine période, puis qui ont traduit ça dans un black metal qui est différent. Et je ne sais pas s'il me reste du temps. Ben oui. Pour conclure, en fait, T'as l'air d'avoir une cassette dans les mains. Là. J'ai une cassette dans les mains, oui. Parce que le black metal, c'était beaucoup du tape trading, c'était beaucoup des cassettes démo, des cassettes TP. Du vinyle. Vinyle cassette, là, c'était beaucoup ça. Mais là, j'ai une cassette, en fait, mais c'est un artiste... c'est un projet d'un seul homme, parce que dans le black metal aussi, il y a beaucoup de groupes, mais il y a beaucoup de projets d'un musicien qui fait tout. Tout à fait. Et là, on s'en va en Finlande, puis on est dans les années 2000. Fait que je le présente. C'est pas bon. On voit l'hiver puis le corpse paint, tout ça. C'est le nom, c'est Antimateria. C'est un musicien de Finlande. OK. Qui a sorti un album. C'est son seul album. Je pense qu'il s'est sorti en 2016, en tout cas dans ces eaux-là. C'est vraiment le seul album qu'il a fait jusqu'à présent, mais pour vrai, un coup de cœur? Moi, oui, c'est un réel coup de cœur. Ça, c'est récent, là. C'est récent. Okay. C'est très atmosphérique, très mélodique aussi. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment... c'est un album d'hiver, vraiment. Là. Moi, à chaque hiver, je le ressors, puis à chaque fois que je l'écoute, j'ai comme wow. Il y a un petit côté lo-fi, mais en même temps, il y a vraiment une recherche musicale dans la structure, dans comment il construit ses chansons, puis comment il arrive avec des mélodies un petit peu inspirées du folklore. Puis le folklore finlandais a un petit côté plus mélodique, disons, celui peut-être de la Norvège ou... puis on le voit dans des bandes de Finlande comme Amorphis, le folklore qu'on a amené est beaucoup plus mélodique. Fait que c'est pas comparable à Amorphis, mais cela dit, c'est quand même très intéressant. Okay. Fait que si Dissection, ça marche, Samael, ça marche, puis Mayhem, ça le fait, je pense qu'après ça, on peut aller... C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de bands de black qui sont hyper produits, puis qui ont vraiment je sais, puis différentes. Puis tu sais, je le dis tout le temps, je suis super ouvert à ça. Tu sais, j'ai écouté du Nash Mischum, puis j'ai fait ça, c'est du black, moi qui me parle, The Atlas Moth. Ça, c'est du black
qui est dans mes cordes. Puis je suis pas contre du beau corpse paint aussi, là. C'est plaisant, là. Tu sais, là, 13-49. Ils avaient pogné en première partie de je sais pas qui, je pense Celtic Frost à un moment donné au medley, puis j'étais comme ah ouais, c'est le fun. Ouais, puis là, aujourd'hui, tu as des bands comme Watain. Oui, et puis c'est ça, j'allais le dire parce que Mayhem puis Watain, ils ont tourné plusieurs fois ensemble, puis à un moment donné, j'étais allé au Club Soda en plein hiver, c'était un mois de janvier, puis j'ai vu ces deux shows-là back-to-back, puis j'ai capoté, j'ai tellement trippé. Watain, on le sait, tête de cochon, sang de cochon, les vêtements et les odeurs qui viennent avec. Puis, je les avais déjà vus aux catacombes, mais les premières catacombes, là, c'était... ils avaient joué super tard. Puis je pense, en fait, je les avais même pas vus parce que j'étais parti... Ils avaient joué à 2 heures du matin, puis ça marchait pas. Mais c'était chaud du Club Soda, là. J'ai fait, OK, ça, c'est quelque chose. Puis Mayhem, quand ils sont arrivés, j'ai capoté. Attila Tsar, là, le chanteur, qui est chanteur depuis quand même un certain temps, mais c'est pas l'original, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais il y a une présence vraiment, là, j'ai capoté. Puis Watain, à EV Montréal, la dernière fois que je les ai vus, ils allumaient des espèces de cierges sur la scène, puis il y avait comme une espèce de flamme. Ils lancent ça dans la foule, man. Tu sais, le danger, là, ils vivent encore, eux autres, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais moi, je vais y aller avec une petite suggestion. J'avais pas prévu, j'ai pas le CD à portée de main, parce qu'ils ont fait des CD. Ça s'appelle Maudire, avec 2 I. Maudir. C'est québécois de Montréal. C'est un one-man band, un gars qui s'appelle F. Il s'appelle Frédéric Bergeron. Il était dans Trinity Blast. Il était dans un paquet de projets, mais celui-là, c'est son premier projet en tant que non seulement guitariste, mais aussi chanteur. C'est la première fois qu'il chantait de sa vie. Puis un vocal très cool. Fait que t'as un côté... c'est black, mais il vient aussi de... C'est un immense fan d'Iron Maiden. Fait que c'est un mélodiste, là, vraiment, vraiment écœurant. Fait que c'est un death, pardon, c'est un black, mais il y a du death un peu là-dedans aussi, un peu trash. Puis t'as quand même un fond des grosses mélodies qui galopent un peu à la Maiden, mais dans un enrobage très, très, très abrasif. Ils ont même fait un cover une tune d'Exploited. C'est vraiment très, très bon. Il y a un petit Bandcamp, on peut aller écouter ça. C'est du bonbon, c'est super bien fait. C'est un gars qui fait tout. C'est de la puissance, maudit. Cool, donc, je connais pas, je vais tendre l'oreille vers ce projet. Je t'envoie là. Puis, merci pour ces belles suggestions de métal noir qui va nous aider à nous réchauffer l'âme en cet hiver frisquet. Puis, on vous laisse, mesdames et messieurs, avec mon entrevue avec Gabriel McCary. Gabriel McCary, c'est comme ça qu'on dit ça. Hein? McCary. Yes. Content de te voir. Hey, à la tienne, mon homme, man. Comme je disais, juste avant l'entrevue, je bois mon sang de l'Halloween. C'est parfait, là. C'est vraiment laid dehors, il pleut, c'est dégueulasse. C'est moi, j'ai pris une petite Messorem, toujours delish. Un ancien collègue à toi qui a parti ça. Yes. Sébastien Chaput, qui maintenant... On pourrait dire grand patron, mais non, je pense que c'est un projet à 5, je pense qu'ils sont 5. Okay. Mais tu sais, partie intégrale de ça, là, comptable. On le salue. Hein, on se salue au passage, on salue Vince Ménard aussi, ex de Last Felony, tous les anciens pouilleux comme moi. Puis qui ont bien du succès avec leur Messorem, franchement, c'est fou, là, c'est fou raide. C'est quoi, c'est 3 ans? Hein? Je pense que c'est ça. Ouais, 3 ans, puis en train de manger tout, là. Mais tu sais, écoute. Oui, même la première année, là, c'était déjà solide. J'ai un chum à moi qui s'appelle Luc Beaulier. Lui, il travaille pour. Oui.
Luc, c'était un ex-La Presse. Moi, je travaillais à La Presse. Fait qu'on se connaît de là. Oui. Mais certain qu'on se connaît de là. Maintenant, c'est Yakima Chief Ops. Il vend du houblon au gars de Messorem. Puis, tout est dans tout. Hein, tout le monde, les bons. Tu vois, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au deuxième anniversaire de Messorem. Ah ouais? OK. Et là, malheureusement, je dois dire que même les chummies, j'ai la misère à les voir parce que les autres travaillent tout le temps, sont tout le temps là-bas. Moi, c'est plus rare que je vais à Montréal depuis que je suis rendu à Gatineau. Fait que ça complexifie le truc. Puis tu sais, quand on vieillit aussi, là, c'est un peu plus compliqué de voir les gens. On a toutes nos occupations. Justement, on parlait de tes occupations un petit peu. Petit bio rapide. Ah ouais, non. Puis je suis vraiment content de t'avoir sur le show. Pareillement, Chris. Moi, je pense que c'était vraiment dû. Là, les étoiles non écludiennes de Cthulhu s'alignaient. En tout cas, bref. Tellement. C'est ça. C'est vraiment drôle parce que quand tu t'as reaché, quand tu m'as écrit pour dire hey, j'écoute ton podcast, c'est cool. Moi, il y a du monde qui écoute ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, moi, je fais pas ça pour les views, les clics ou whatever. Je fais ça parce que j'ai du fun à jaser avec des tripeux, des passionnés de métal, d'horreur et autres trucs connexes, d'art en général. Puis, tu sais, quand on a commencé à voir comment que les as se touchent comme ça, là, tout est connecté. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de liens. Beaucoup de liens. Ouais. Fait que, tu sais, en premier, on t'a connu comme étant un métalleux, hein, encore aujourd'hui. Yes. Tu as été dans beaucoup de bands. Je vais faire une petite liste rapide. Unquintessence, c'était ton band black metal. Après ça, il y a eu Iron Dissonance avec lequel vous avez tourné beaucoup. Tu as été dans ce band-là pendant environ 5 ans. 5-6 ans, ouais. Ton nom j'allais dire d'acteur, mais peut-être aussi, mais de chanteur, c'est Gab 357. Ouais, à l'époque, ouais. Donc, c'était comme ça que tu te nommais. On t'a vu, on t'a entendu au sein du band Vatican. Yes, exactement, ouais. Avec le bon Vince Hood. Avec le bon Vince Dope Throne, puis Victor, bassiste de Dope Throne, qui est un de mes plus vieux chums aussi, un chum du secondaire. Puis Victor était le bassiste dans Quintessence. Ah oui, tu vois, ça prédate de beaucoup tous ces projets-là. Là. On parle de fin des années 90, je te dirais un bon 10-12 ans, c'est pas plus avant la création de Dope Throne, Vatican, etc. Ça, c'est quand on est revenu à se tenir plus ensemble après une longue période là, que ça a cliqué eux autres, ils ont parti ça, puis gars, ils sont partis pour la gloire. Puis moi, j'étais un gros fan de ce que Vince fait. Avec Dope Throne, mais surtout avec Night aussi. J'aime beaucoup son projet Night, énormément. Ah non, c'est le fun. Super bon, puis c'est toute ma clique du secondaire, qu'on a tous fait des projets ensemble, puis ça s'est multiplié. C'est vraiment très drôle, ouais. C'est ça, Vince Hood, un métal maniaque. Hein? Après ça, Apes, hein? Le bon Alex Goulet qu'on a eu sur le show. T'as chanté une tonne là-dessus sur la. Oui, parce que Goul, écoute, on se connaît encore une fois, je le connais depuis qu'il était jeune. On faisait des shows d'Ariane Dissonance dans son coin. Puis souvent, lui, soit il organisait ou il se tenait avec les gars qui organisaient. En tout cas, ça, c'était un rendu un peu flou, là, mais c'était un gros party. Puis c'était vraiment cool, ces gars-là, tu sais. Fait qu'on on est resté en contact longtemps à cause de ça. Éventuellement, même fait des shows avec mes autres groupes, là, ou peu importe. Puis, un moment donné, il me dit, c'est tenté de faire un feat sur l'album, je vais être certain. Fait que j'ai écrit les paroles pour Vitric Persona. Hein, puis c'est ça, je suis arrivé avec un genre de chant de moine. Là. En tout cas, je leur ai fait une surprise là, avec un bout qui détonnait. Ça s'entendait pas avoir des vocales de même. Puis ça a donné une toune quand même le fun. Ben oui. J'étais bien content de ça. Ouais. C'est vraiment fun qu'est-ce qu'ils font, Apes. Puis, tu sais, en plus, puis Gould, tu sais, dans toute l'imagerie de fou. Là, c'est hallucinant. Ouais. Sinon, il y a aussi le band Blight. Hein, le jeu de à l'envers. Là. Ouais. La petite cassette. Ouais. La belle cassette. Puis ça, là, pour vrai, puis merci, pour vrai, d'avoir gracieusement envoyé cette cassette-là de fou. Moi, j'aime ça, les objets physiques. Puis, moi aussi. Tu sais, je suis un collectionneur, puis des fois, pour le meilleur, pour le pire. On accumule beaucoup de choses dans une vie, mais moi, je suis un amoureux des éditions, des gens qui mettent de l'énergie en donnant un produit de qualité. On appelle ça un produit, mais c'est une œuvre. C'est un produit parce qu'il y a plusieurs copies, puis c'est fait à la chaîne un peu, mais des fois, c'est plus artisanal. Puis j'apprécie vraiment le craftsmanship que les gens mettent dedans. Ça peut être des éditions vinyles limitées, comme justement Alex Goulet, il a fait un truc, c'est un etching d'un côté, puis l'autre côté. En tout cas, même tu parlais de Night tantôt.
c'est magnifique, là, même si ça prend des mois, des fois, avant d'arriver. Là, on est content qu'on a cet objet physique-là parce que on vit dans un monde où tout est beaucoup dans le virtuel. On travaille en virtuel. Moi, je travaille à la maison depuis 2 ans. Des shows, tu peux pas faker ça. Tu peux filmer, puis tout croche, puis mettre ça en ligne, mais tu n'auras jamais la même affaire que quand tu y vas. Puis, cliquer sur des petits boutons play en ligne dans ton application, c'est correct, mais... c'est pas la même chose. Je te comprends totalement. J'ai l'amour pour le tangible, le physique, ça m'a toujours soutenu à travers tous mes projets. Même, je te dirais, ça dénote ma démarche à cette heure avec mes livres, mais tu sais... À l'époque, mettons, juste faire un petit aparté sur le dernier projet qui était Blight, justement. On pourrait dire mon dernier projet métal extrême. Là. Oui. 2020, c'est un band que... 2020, cet album-là, c'est ça. Mais ça avait commencé comme un side project qu'on faisait là, vraiment quand on était juste sous, on faisait ça en side, moi et guitariste de Vatican à l'époque. Okay. Puis Blight, on a parti ça justement dans le but juste de faire des cassettes. C'était quand même avant, on parle de 2008, 2009 à peu près. C'était quand même un peu avant que ce soit le gros retour aux cassettes, c'est vrai. Vinyle partout. Là. Mais les cassettes, le black metal, c'est quand même revenu beaucoup parce que cette esthétique-là, je pense que ça circulait beaucoup des années fin 80, début 90. Absolument. Puis c'est ça, nous autres, on s'était dit, OK, on fait juste des éditions super limitées. Tu sais, je me rappelle, on avait, maintenant, on avait brûlé une Bible, genre, puis on avait comme gardé les pages, puis c'était tout entouré à la main avec du fil de jute. Puis tu sais, c'est tout le temps signé à la main. Puis en tout cas, on a fait plein de niaiseries, là, dont des signatures avec notre sang. Parce que, en veux-tu, en veux-là, on était pas mal extrême. Mais quand c'est tombé en dormance, ce projet-là, Blight, ça a pris des années avant que ça reparte. Mais dans les années 2010, à peu près, là, on repartit avec un nouveau line-up complètement. Okay. C'est devenu un vrai band dans le sens qu'on faisait des shows, ainsi de suite, blablabla. Ça l'a culminé avec Temple of Wounds, qui est l'album en cassette que tu as là présentement. Là. Puis c'est ça, tu sais, moi, tu me parlais de ça, puis j'étais comme, moi, le black metal, c'est pas un genre, un sous-genre que j'écoute beaucoup, parce que c'est quand même assez demandant, ça demande un mindset, puis tu sais, c'est, bon, ça peut être déprimant un peu d'écouter du black metal. Ça dépend les styles de black metal. Ouais. Puis le tien, moi, j'ai trouvé qu'il était super varié avec Blight. Vous alliez toucher à des trucs. Puis tu me disais, pour me le vendre un peu, que bon, il y a des trucs, ça va dans le grunge un peu. Puis, tu sais, c'est pas, on n'est pas dans le Smell Like Teen Spirit, là. Tu sais, on est dans un son. Puis, des fois, c'est dans la voix. Tu sais, mais c'est vraiment, là, c'est subtil comme influence, mais c'est là. Puis, tu sais, moi, c'est mettons, Nash Mischum, c'est ce genre de black metal-là, ou The Atlas Moth. Tu sais, c'est ces trucs-là qui viennent plus me chercher qu'un Corpse Paint, tu sais, Paint by the Number, tu sais, quelque chose de trop collé sur les origines du black. Moi, ça vient moins... Tu sais, ceux-là qui donnent des coups de couteau dans un speaker pour que ça sonne le cul, là, non. Ouais, OK. Là, c'est ça. Tu peux avoir l'approche esthétique, tu peux avoir l'approche de son. Moi, le black metal, je fais quand même partie d'une vieille école où moi, même vieille école en ce sens où que dans ma définition, ou du moins du temps dans Quintessence, même si on ne tripait pas sur la musique punk, tu sais, cross-punk ou ainsi de suite, c'était pas vraiment ce qu'on tripait à l'époque, mais on avait surtout une démarche qui se rapprochait de ça. Ça veut dire, tu sais, le début de Mayhem, on peut pas le côté très crasseux, mais pas tant nécessairement, ou désinvolte, genre, je pourrais dire. Mais effectivement, moi, vu que j'étais un kid des 90s, tu sais, j'ai beaucoup suivi, en tout cas, l'époque Moonfog Production là, de black metal, c'était ma préférée. Et déjà, dans ce temps-là, ils sortaient des sentiers battus en essayant plein d'affaires bizarres. Fait que t'avais des bands de black metal industriel, t'avais des bands Black Death, t'avais plein de sortes. T'avais déjà beaucoup d'expérimentation. On était déjà loin de ce qui définissait là, le puriste, le Dark Throne, etc. Puis personnellement, quoique genre de façon opinionated, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Avec mon opinion, je n'irais pas bâcher quoi que ce soit, mais j'ai jamais été un fan, mettons, de l'approche métal noir québécois, extra patriotique, puis avec un son qui est justement très copié-collé d'un... Personnellement, moi, j'aime pas tant ça. C'est pour ça que... Trop caverneux.
Ouais, non, mais tu sais, j'en écoute aussi, là. Comme je dis, ça fait tellement longtemps que je roule ma bosse là-dedans. Ça fait depuis 95 qu'on pourrait dire quasiment que je touche au black metal d'une façon ou d'une autre. Premier groupe a commencé de façon plus sérieuse, 97, 98. Ça commence à faire un petit bout, là, mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que autant que le black metal, ça a toujours été moi, personnellement, mon style favori dans le métal extrême. Puis, on va parler d'horreur. Pour moi, les deux, ça se parle énormément. Sur beaucoup de thématiques, dont le côté un peu théâtral de la présentation, cadavérique, ainsi de suite. Mais ce qui est drôle, c'est que là, je peux quand même tout de suite sauter au fait que là, présentement, j'arrête quoi à, on va dire, célébrer. Oui, OK. Montre-nous ça pour les gens qui écoutent la version vidéo. Tu vas me montrer quoi, là. Ça vient d'arriver, là. Tu disais, là, par la poste. C'était pas ça. Non, ça par contre, mais je te le montrer dans... Fait que donc, réédition vinyle du premier album de Iron Dissonance. Nice. Un beau spatter vinyle. Ah, on aime ça. Mais il y avait à peu près 7 éditions différentes, à différents, justement, numbering, là, dans le fond. Puis ça, c'en est un de la gang. Un grand merci, dans le fond, à Total Dissonance Record. C'est le nom de la... Ouais, je pense que le gars, il était comme largement très influencé par Iron Dissonance à une certaine époque, mais lui, il a racheté les droits, dans le fond, à Willowtip Records, à Century Media pour le deuxième album. Puis il va faire une réédition vinyle collector là, de ces deux albums-là. Puis là, ça vient de sortir. Là. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Puis ça m'a quand même fait chaud au cœur. Je veux dire, de penser qu'un album, j'ai sorti en 2003, que les tunes, on travaillait dessus en 2001, 2002 déjà, puis que là, ça ressort en quasiment 2023, quasiment 20 ans plus tard. Puis à l'époque, il n'y avait pas eu de vinyle, j'imagine, ou pas trop. Non, c'était pas tendance à l'époque de faire du vinyle. Je pense pas qu'il n'y a jamais eu de vinyle, surtout pas des beaux vinyles de même, là, genre, je veux dire, qui a une qualité là, incroyable de présentation. Il n'y a jamais eu ça pour le premier album. Puis apparemment, la rumeur dit et Discogs dit qu'il y en avait eu pour le deuxième album, mais moi, j'étais le chanteur de cet album-là et je ne l'ai jamais vu. C'était un genre de bootleg, probablement. Non, pas en tout. Apparemment, ils ont fait un petit tirage à une certaine époque. Simon, le owner, dans le fond, de Total Dissonance Records, me disait que lui, en tant que collectionneur, il avait couru après, puis ils avaient trouvé un moment donné. Il les a juste vus en vente une fois, puis il les a, là. Il peut prendre des photos de. Là, j'étais, oh my God, OK, c'est excellent. Mais fait que lui, il a racheté les droits de ça. Il a fait remasteriser, un petit peu remixer aussi le premier album, fait qu'il sonne un peu mieux qu'avant. Et je pense la job pour Solace, l'autre album d'après, ça va sortir l'année prochaine ou un truc comme ça. Là. C'est encore bien pire parce que mon ami Dominique Grimard, qui travaille avec Chris de Cryptopsy, etc. Chris Donaldson, il record énormément. C'est lui qui a recordé mon album The Blight Temple of Wound, mais il travaille présentement à remixer l'album au complet de Solace. Ah ouais, hein? Fait que, c'est cool ça, mais c'est incroyable. Puis surtout, c'est un band que vous avez tourné beaucoup, là, ça a fonctionné. Là, dans les premiers bands de cette vague-là de métal, mat metal extrême, avec Dillinger Escape Plan, puis ça a été ça a vraiment explosé. Puis on en parlait cet été parce qu'on est allé prendre une bière ensemble. De ce fameux show-là de Dillinger Escape Plan avec Greg Puciato qui venait d'arriver dans le band de Dillinger Escape Plan. Non. Alix. Attends, Greg, c'était-tu le premier chanteur, ça? Non. C'est le chanteur qui a suivi Patton. Mike Patton, il a fait un EP, Irony is a Dead Scene. Il est arrivé dans le band. Puis là, il y a eu ce show-là, Alix. Ah, c'était avant ça, man. C'était le premier chanteur. Le show qu'on a fait avec Iron Dissonance, c'était pas Greg encore. Ah non? OK. Comment il s'appelle? Dimitri, je pense, le premier chanteur. Fait que je me suis trompé de show d'abord. Parce que moi, je les ai vus, Alex aussi, des Lingers. Ah, OK. Non, c'était... en tout cas, il me semble, à moins que je me trompe. C'est fort probable que je me trompe. Si je me trompe, OK? Parce que je dois avouer qu'à l'époque où que j'aimais au bout de Dillinger Escape Plan, c'était la première fois que je les voyais aussi. Ah ouais. Je n'aurais pas su si c'était le nouveau chanteur ou l'ancien chanteur. Fait que c'est peut-être moi qui est complètement en champ. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est le même show, là, parce que c'est le show d'Iron Dissonance qui était notre premier show. Puis c'était le show où on ouvrait pour Every Time I Die, puis Dillinger Escape Plan en direct support, mais juste avant. Puis c'était un baptême de feu, on va dire, là, parce que
comme je t'avais expliqué, ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, mon band de black metal en Quintessence existait encore. L'autre band aussi, le Trails of Anguish, que je faisais juste la voix live, 2 bandes de black metal, purement black metal. On était moins actifs, il se passait quasiment plus rien. C'était sur le bord de casser, là, cette bande-là. Ah ouais. Puis, je me fais appeler à l'époque par Gali, de Gali Records, qui m'appelle en panique puis qui me dit « Hey, vendredi cette semaine, pouvez-vous remplacer? » Je pense que c'était un vendredi, en tout cas, je ne me rappelle plus trop. Mais il me dit « Peux-tu remplacer? » Revenge, le band de Black Death canadien, là, a droppé le show en direct support de Behemoth au Fouf. Tu veux-tu le faire avec Unquintessence? Déjà en partant, je suis comme ben oui, à 1000%. Puis il m'avait appelé à 2h du matin là, pour ça. Ah ouais. J'appelle tous les autres gars, genre, je leur ai dit hey, on peut-tu jammer là, ça remettre un peu dans le bain, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas jammé. On va ouvrir pour Behemoth. Fait qu'on a fait un show avec Behemoth. Ben polonais, puis ça commençait à bien aller pour eux autres. Oui, si je ne me trompe pas, il était à Telema No. 6, une affaire de même, ou Zaskaya Kultus. Là. En tout cas, ça faisait 2-3 albums qui avaient leur nouveau son là, après Satanica. En tout cas, bref, on a eu bien du plaisir, mais ça a été un excellent show de black metal, mais ça a été mon dernier à cette époque-là. Fait que j'avais comme le corpse paint, les gros bracelets de pique, puis de clous. Puis le lendemain, je remisais tout ça. J'étais en jeans, en T-shirt, puis j'étais à Alix en train d'ouvrir pour Iron Dissonance. En tout cas, en faisant mon premier show d'Iron Dissonance. Fait que c'était mon dernier show de black metal, quasiment la veille, si je ne me trompe pas, ou l'avant-veille de mon premier show d'Iron Dissonance, qui a marqué le tir après ça pour les années à venir. C'est un double bill de feu pareil, là, en 2 jours. Là, complètement. C'est assez comme hallucinant quand je pense de même. Est-ce que tu te rappelles de l'année? C'est-tu 2000 ou 2003? Je dirais plus... J'aurais plus tendance à dire 2002, 2000. Ah, je sais Parce plus. Que là, non, on avait le démo. La seule affaire qui était sortie, c'était pas l'album. On a sorti l'album d'Iron Dissonance en 2003. Mais si je me trompe pas, quand on était là-bas, c'était notre premier show, on avait juste un T-shirt design puis le démo 2 tonnes. Fait que si on avait le démo 2 tonnes, il me semble que le démo, c'est en 2002 ou 2001, là, l'affaire en même. OK. Parce que à ce moment-là, parce que là, je viens de checker sur setlist.fm, setlist.fm qui est la meilleure source pour moi dans la vie. Là, j'aime ça. Go ahead, parce que moi, avec, quand ça fait 20 ans, des fois, je suis comme un an après, je suis trop sûr. Parce que Dillinger, ils ont joué 2 fois. Alex, ils ont joué en 2000, puis c'était la tournée Calculating Infinity, qui était l'album, le dernier album justement avec Dimitri. Puis 2003, c'est ce show-là que je parle, moi, Alex, puis je me rappelle plus c'était qui exactement les premières parties, mais je suis presque sûr qu'il y avait... d'abord, ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là, mais ça devait être littéralement vraiment pas longtemps avant que le premier album sorte à ce moment-là. Parce que je sais qu'on l'avait pas. Il n'y avait pas d'album d'enregistré à cette époque-là, il y avait juste le démo. Mais en tout cas... On a tout vendu, by the way. Ah oui, clairement. On avait fait 50 copies, ils ont toutes parti genre à ce show-là. Ah ouais, hein? Mais moi, je me rappelle, il y avait comme genre 5 bands sur le bill, puis il y avait une tempête de neige de fou. Puis l'X, tu sais, c'était pas long, c'était jam-pack, mais jam-pack, là, ça débordait. Vraiment intense. C'est les meilleurs souvenirs que moi, parce que je me rappelle que c'était Observing the Falling Tree qui avait ouvert juste avant nous autres. Puis moi, je me rappelais qu'il y avait 4 bands, il me semble. Il me semble que c'était Observing the Falling Tree qui était comme... dont le bassiste est devenu le chanteur pour Beneath the Massacre. En tout cas, c'était un peu cette clique-là. Puis après ça, tu avais nous autres. Après ça, tu avais Every Time I Die. Puis Every Time I Die qui avait pas fait un très bon show parce que, si je ne me trompe pas, le guitariste était sous comme une botte. Il y avait quelqu'un qui avait échappé sa bière sur son cabinet. Fait qu'il était en tabarnak tout le long du show. Il refusait quasiment de jouer ses riffs. Ah non. Nous autres, ça avait été à notre avantage parce que je pense qu'on avait fait une crise de bon job comme première prestation devant tout le monde, là, littéralement, la première fois que tu sors pour faire ton show devant le monde. Je pense qu'on avait fait un gros impact. Puis le band d'après, qui à l'époque n'était pas tant connu, en tout cas sûrement pas à Montréal, Every Time I Die, ils ont comme fait un peu pit-pit, genre. Puis après ça, t'as Dillinger qui a tout arraché. Là. Ben oui. Puis là, on était comme, faut prendre des notes. Je pense que c'était quelque chose. C'est clair. Donc, ben là, c'est ça. On parle de métal. Là, c'est le fun. Parle de métal. On aime ça le métal. C'est bon pour la santé. Ça monte à loin. Puis, des métalleux, il y en a partout. Il y en a même sur le cover de ce DVD-là. Yes! Hey, le pire, c'est que je l'aurais sorti parce que mes chummés, qui avec
évidemment Bagman. On parle évidemment de Roadkill Superstar pour les gens. Et puis on parle des éditions limitées en cassette. VHS. C'est ça, toi? Tout signé, right? Puis ça, c'est un faux VHS qu'ils ont fait de Summer. Mais en fait, dedans, c'est un boîtier, puis c'est en DVD ou en Blu-ray, là, mais c'est la version comme pas allemande ou comme ça. C'est en allemand, c'est vraiment cool. Mais aussi, c'est toute une histoire. Annick Wissel, on la salue, hein? Une Metal Maniac ici, puis François, puis Johan Carl. Puis exact, c'est eux, c'est vraiment comique comment on s'est rencontrés. Ils étaient des gros fans. Je ne sais pas c'est qui était plus fan là-dedans. Puis attends un peu. Puis là, toi, tu joues là-dedans. Toi. Yes, c'est moi le chef des méchants. No joke, c'est ça qui est marqué dans les credits. Là. C'est marqué Gab 357, le chef des méchants. Fait que tu les as rencontrés comment, eux autres? Je les ai rencontrés connaissant absolument rien de ce qu'ils faisaient. Parce que c'était des gros fans d'Iron Dissonance qui souvent venaient à la table de merch quand on faisait des shows, jasaient un peu comme ça. Je me rappelais avoir vu Frank une couple de fois, Anouk aussi, il me semble. Puis à un moment donné, on faisait un festival. Je pense que c'est le Milwaukee Death Metal Fest, mais encore une fois, fort probablement, je me trompe. Mais quelque part aux States, on faisait un gros festival de métal. Eux autres sont là. On jase un peu. Puis on est content de voir des Québécois. Que les autres sont on est venu vous voir, on est venu voir plein d'autres bands, mais on est venu pour vous voir. Puis là, ils nous disaient en jasant qu'eux autres, il y avait une chambre d'hôtel juste à côté. Nous autres, on n'avait ni place pour dormir et on était à la merci, comme d'habitude, de quiconque voudrait nous passer leur salon, genre, ou pour dormir à terre. C'était ce genre de couchsurfing un peu. Oui, surtout dans ce temps-là, surtout. Puis là, on leur a comme quasiment un peu quêté, ça vous dérange si on vient dormir sur le plancher de votre chambre d'hôtel? Fait que 5 gars, là, genre. 5 gars autour de Frank et Anouk qui dormaient dans le lit, puis nous autres tout autour. Fait qu'on ils nous ont permis de dormir dans la chambre d'hôtel, puis on est comme devenu bons chums à cause de ça. Mais es-tu bonne, là, quand même? Là, on était vraiment... C'était très cool. Mais je me rappelle que... Où c'est que ça m'a frappé, c'est que je me rappelle que... je pense qu'à cette époque-là, at some point, Frank m'avait donné un CD burné, marqué Bagman dessus. Moi, je suis jamais en ville. Je n'ai pas été voir les Spaces depuis longtemps. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Il me donne ça. Il dit t'écouteras ça à Mané. Dans le temps d'Ariane, on faisait tellement tourner qu'on recevait des démos de bands. Oui. Fait que, tu sais, comme, des fois, genre, on accumulait les CD, puis en rentrant chez nous d'une tournée, pendant les 2 semaines qu'on était là, on écoutait des CD. Puis là, d'un coup, qu'il y avait quelque chose de cool, tu sais, là, Une année, j'avais du temps mort en 2 tournées. Vraiment, je me pognais le cul, puis je tombe là-dessus, Bagman, puis je me rappelle à peine c'est qui me donnait ça. Puis moi, je pense que c'est un band. J'essaie littéralement, pour la première fois, j'essaie de mettre ça dans un CD player, puis ça marche pas. Puis là, je fais on va mettre ça en DVD. Asti que j'ai ri. J'étais avec ma grosse... Tu t'attendais à rien, là, tu sais. Non, j'en avais aucune idée. Je n'étais pas prêt, comme on dit. J'avais ma grosse bière, là, puis j'étais pommé de rire, là, genre tout seul dans le petit appart miteux dans lequel j'habitais à cette époque-là. Puis j'ai fait, mon Dieu, mais c'est génial, ces gars-là. Ils ont compris quelque chose. Là, compris quelque chose. Puis je l'ai revu, là, je me rappelle, on avait fait un show au Club Soda. Il me semble que c'était au Club Soda. Puis je le vois, ou quelque chose du genre, en tout cas, une salle dans ce genre-là, je le vois passer devant moi, genre à table de merch. Puis là, cette fois-là, c'est moi qui ai fait Bagman. Est-ce que je l'ai écouté, genre, qu'est-ce que dans ce temps-là passé? Et j'étais comme, mais c'est écœurant. Puis ce son-là, travaille là-dessus. Puis là, il m'a comme conté un peu l'engouement qu'il y avait autour de tout ça. J'étais allé voir Space, justement, aussi, qui ont gagné ce DVD-là. C'était Pressing, tu sais, que si tu gagnais Space l'année-là, tu payais le Pressing DVD. Fait que c'est pour ça qu'il y a ce DVD-là. Puis c'est pour ça que c'est plein d'extras aussi. Oui, c'est ça, tout le premier film, finalement. Puis moi, je me rappelle, mais quand justement, je les avais croisés dans un screening de Space, tout ça, puis je disais, hey, Bagman, c'est malade. Non, en fait, c'était sur MySpace à l'époque. Sur MySpace, je les avais écrits. Puis là, je lui avais demandé, on peut-tu acheter ça, ce DVD-là? Il dit, oui, tu peux venir me rejoindre à Berry-UQAM. Fait que là, il y avait tous les vendeurs de dope, puis là, il y avait eux autres qui m'ont vendu un DVD. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Mais écoute, c'est comme ça qu'à un moment donné, ils m'ont invité pour venir faire Total Fury avec eux autres, as a spoof, genre. Puis il a toujours été très, très cool. Ben, cette gang-là a toujours été bien cool de donner des props à Ian. Tu sais, que je me rappelle, ils ont été aidés
pour faire les gore effects sur Poultrygeist de Trauma. OK? Ouais. Puis ils ont un petit rôle genre de chicken zombie dedans. Oui. Chris, Frank a un t-shirt d'Ian Descendants sur le dos. Pour vrai? Ouais, genre pendant cette scène-là. Puis j'étais quand même. Pour représenter ton band. Pour rep, genre l'ancien band. Puis tout. Fait que, tu sais, à travers les années, on est devenus ben chum. Tu sais, comme je l'ai vu à ma fête quand j'ai fait un party de fête au Mutoid à Montréal. Ouais. Dernièrement cet été. Tu sais, j'étais allé avec eux autres à la première de Turbo Kid, de Summer of 84. Tu sais, on est tout le temps resté un peu dans périphérique un à l'autre, genre même si on n'habite pas dans les mêmes villes, mais on est chumés à cause de ça. Puis ça va plus loin que ça. Je travaillais avec un gars qui s'appelait Daniel Durand-Lot dans le temps que je faisais de la tournée, beaucoup avec Ariane, puis je travaillais dans un IGA. Ce gars-là, il était fan fini de cinéma, puis il avait étudié en cinéma. Éventuellement, lui, il a présenté son short qui s'appelle Miss Brooke à Fantasia. J'étais allé le voir aussi. Puis lui, il est devenu chumé avec JP Bernier. Oui. Qui faisait dans le matos. Là, oui, aussi. Qui, à l'époque, faisait beaucoup de vidéos pour des bands extrêmes métal, dont The Spice Icon. Puis à travers The Spice Icon, j'étais supposé travailler sur un vidéoclip pour Ian Dissonance. Ça avait chié dernière minute à cause que Century Media a tiré sa plug, puis ça avait été tout un aria. Là. Mais c'était supposé être JP qui directait ça. Puis en tout cas, ils se sont comme mis en contact, lui puis Daniel Durand-Lot. Puis toute cette clique-là, RKSS, ils ont tous travaillé ensemble. J'étais comme, c'est fou. C'est un genre de network. Un collectif, là, c'est organique. Puis, terrible. C'est vraiment très cool. Puis tu sais, tu parles de ça, puis je comprends pourquoi toutes ces dots-là se connectent parce que ça se résume à la passion. Des tripeux qui font ça avec leur trip, tripeux avec leur trip. C'est un peu redondant, mais c'est exactement ça. C'est quelque chose, on a, en fait, j'essaie de m'inclure là-dedans, là, mais en tout cas, je pense que on connecte bien, je connecte bien avec beaucoup d'artistes. Moi, je me considère pas comme un artiste, mais parce que on essaye d'avoir un paquet de projets où on a besoin d'avoir plein de projets en même temps pour assouvir justement ce besoin de communiquer ou de créer un paquet de trucs. Puis, eux autres, ils sont comme ça. Puis, je trouve ça tellement cool que Roadkill Superstar, il explose à ce point-là. Puis que les projets, ça fonctionne bien. Puis, toi aussi, tu en as des magiques, des projets. Puis là, on parlait d'édition tantôt. Puis là, attends un peu. Là, ce qu'on va faire, là. Okay. Ouais. Parce que là, on a beaucoup de fun. Puis là, le Zoom me dit là, il reste 10 minutes, OK? Fait que my God, c'est impossible, cette histoire-là. Ce qu'on va faire, là, c'est que là, live on the spot, je décide d'extensionner l'épisode. Extensionnons. Ouais. Parce que on n'a pas le choix. Là, on a beaucoup de trucs à couvrir. C'est un épisode spécial où on va parler de littérature, un peu aussi. Mais on va parler de films, parce qu'on parle tout le temps de films d'horreur ou de trucs liés à l'horreur. Mais je vais juste comme faire un petit survol rapide de pourquoi moi j'aime ça. J'aime ça, on parlait de beaux éditions, tout ça. Juste comme la Bible. Là, c'est des beaux livres. Là, ils mettent un zipper là-dessus. Là, des illustrations. À un moment donné, tu tombes là, sur des livres là, puis qui est marqué le diable. Puis qu'il y a des snaps. Là, ça fait comme what the fuck. À un moment donné, j'arrive dans une place là, où ça s'appelle Culture à partager à Boucherville. C'est des livres usagés, tout ça. Puis là, je tombe là-dessus pour 2 piastres. Là, des livres comme ça, là, ça n'existe plus. Là, embossés avec des trucs hallucinants comme ça. Même celui-là aussi était dans le lot. Là, des livres que ça parle de magie noire. Moi, c'est des trucs que j'étais en contact dans le cinéma, dans la fiction. Mais là, toi, tu commences à me parler que tu as une maison d'édition qui s'appelle Anathema Publishing, puis tu publies des livres sur le mysticisme, sur l'occulte, puis depuis 11 ans maintenant, depuis 2011. Oui, exact. Ouais. Puis là, tu sais, non seulement, il y a un paquet de liens avec des belles personnes qui font des films d'horreur, comme Roadkill Superstar, des musiciens que j'ai déjà rencontrés, tout ça. Puis là, tu dis, moi, je suis un éditeur, tu sais, super low profile, je peux t'envoyer une couple de livres, tout ça. Puis moi, j'avais aucune idée que ça existait parce que c'est pas des cercles que je gravite autour de ce genre de littérature-là. Puis là, tu sais, généreusement, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir envoyé des samples. Puis là, tu m'envoies des livres
comme ça. Je vais montrer ça à la maison pour les gens qui regardent la version vidéo, là. Puis là, je monte avec l'angle parce que c'est des livres absolument magnifiques faits avec amour, clairement, où on a des soft covers comme ce livre-ci. Je vais essayer de le prononcer. Aurorae, ouais, c'est quand même pas évident à dire. Ça, c'est ton livre à toi. C'est absolument magnifique. Allez voir la version vidéo, tout le monde. Je ne peux pas tout vous montrer à quoi ça ressemble, ces livres-là, parce que, tu sais, je passerai la soirée à vous montrer tomber sur des illustrations, la mise en page, le choix des polices, pour parler en français, j'allais dire des fonts, c'est des œuvres d'art. Mm-hmm. Sérieusement, là, moi, je capote juste d'avoir ça dans mes mains. Tu sais, ça a comme ouvert une boîte de Pandore. Tu m'envoies ce livre-là de José Gabriel Alegria Sabogal qui fait des illustrations, mesdames et messieurs, de feu. Je capote ma vie, là. Tu sais, pour vrai, là, à chaque fois que j'ai même pas commencé à lire ces livres-là, mais je fais juste feuilleter ces livres-là. Puis là, je tombe sur des illustrations qu'on dirait dignes d'une pochette soit de Ghost ou de Slayer. C'est un master puis c'est ça, tu sais, puis il y a beaucoup de black metal qui utilisent ce genre d'imagerie-là aussi, mais le métal en général, tu sais, moi, je capote. Puis là, présentement, pour les gens qui écoutent la version audio, allez voir la version vidéo, je n'arrête pas de montrer des illustrations parce que c'est complètement hallucinant. Mais puis là, c'est ça, tu as eu une illumination un peu en voyage. C'était-tu au Laos ou au Vietnam? Puis là, tu as comme eu ça, ce nom-là, Anathema, puis le logo qui t'est venu en... C'est comme une vision, finalement, que tu as eue. Ben, ça fait longtemps que j'ai... Écoute, c'est assez étrange ce que je vais dire, mais je suis probablement une des personnes les plus... comment je peux dire ça? Down to earth d'un certain sens, même si mon intérêt pour l'occulte, l'ésotérisme et le mysticisme est all-encompassing, comme on dit en anglais, mais en fait, c'est toutes les facettes de mon être maintenant est dirigé ou focalisé, si tu veux, à ça. Ça reste que je suis pas très, très superstitieux. Et, c'est drôle parce que souvent, il y a une ça sera quoi le terme? Le terme serait conflation. En fait, bref, il y a une espèce d'amalgame qui est faite souvent entre le culte puis le paranormal. Puis quoi que un et l'autre partagent énormément, moi, c'est pas là-dedans, c'est pas ça qui est mon intérêt principal. Tu sais, je suis pas intéressé à l'occulte parce que on va parler de fantômes. Tu sais, je voyais ton entrevue que tu as faite avec mon bon ami Rodrigo. Que j'ai d'ailleurs rencontré. Ben oui, il y a un autre lien qu'on n'a pas mentionné. C'est un autre lien, mais c'est parce que j'ai rencontré en premier sa femme, Nat, tu sais, qui, dans le fond, avait fait des œuvres d'art qui ont été publiées à travers un de mes anciens livres, dans un de mes pillars. C'est à partir de là. Oui, c'est à partir de là, puis on s'est rencontrés dans un party, puis après ça, je les ai rencontrés chez eux, on a jasé tout ça, puis ça a cliqué au bout avec Rodrigo, justement, parce que Rodrigo a un intérêt très, très fort pour ces sujets-là aussi, la philosophie, le tarot aussi, plein de trucs comme ça, donc ça a vraiment cliqué, lui et moi. Puis depuis ce temps-là, on est tous des super chummés. Mais c'est ça, tout ça pour dire que lui a un intérêt beaucoup plus sur le paranormal en général ou ces trucs-là. Moi, moins. C'est tout dans la dévotion, dans le fond, au mystère. Fait que c'est comme d'amener un peu le côté. Tu sais, la philosophie, la psychologie et l'ésotérisme, ça se parle énormément, beaucoup plus que le monde pense. Si tu le permets, dans le fond. Si tu le permets mentalement. Si tu es assez ouvert. Oui, exactement. Parce que ce que tu parles de ça, de la philosophie, c'est vraiment parce que j'ai lu justement le texte que tu m'as envoyé lire pour un peu comprendre la démarche. Puis j'ai vraiment... Ça m'a renvoyé justement à la philo, au cégep, tout ça. Puis j'ai trouvé ça super intéressant de voir cette perspective-là. Mais là, on va juste peser sur pause, pas longtemps, puis on va continuer parce que là, j'ai un timer qui descend. Là, OK. C'est un zoom cheap que c'est. Là, fait que,
Fait que là, check ça, on va faire un zoom out, pas un zoom out, un fade out. On va mettre notre main sur notre caméra, puis on va repartir ça tantôt. Excellent. Ah oui, donc. Wow. Oh yeah! Yeah! Hey! Même ton Woody a disparu. J'ai eu le temps de me changer. Ouais. Album genre de métal le plus dégueulasse. There you go. Oui. Toujours un classique. Toujours un classique. Ces pochettes-là, à l'époque, c'était iconique. Tout le monde capotait. T'as-tu vu la pochette du dernier de Cannibal Corpse? Écoute, je me suis acheté là, un petit boîtier cassette, OK? C'est ça qui est arrivé par la poste tantôt? Non, ça c'est ça non plus. Mais c'est juste les cassettes de Cannibal. C'est bien beau. Du premier album jusqu'à Gore Obsessed, puis c'est tous mes albums favoris. Littéralement. C'est aimanté, ça se referme. Ouais, super, vraiment. C'est les pochettes originales. Ce qui est arrivé tantôt, OK, c'est parce que justement, si on tombe sur les films plus tard, mais là, on va finir la partie que tu avais faite sur les livres. Ceci dit, c'est ça qui est arrivé tantôt. Oh, la fameuse Zombie. De Fabio Frizzi. Ouais. C'est de loin une de mes œuvres soundtrack de films d'horreur préférés. Que je tenais à le mentionner. Puis Fabio Frizzi, il faut qu'il vienne dans notre coin. Je sais qu'il est venu déjà à Toronto une couple de fois avec son Fabio Fucci, Frizzi to Fucci, parce que justement, il a fait plusieurs soundtracks pour Lucio Fucci. Oui. Toute la Gates of Hell trilogy, c'est des classiques, mais on y reviendra. Oui. On parlait-tu de livres? On parlait de livres parce que pour vrai, là, puis je vais leur dire encore une fois pour les gens qui skippent, là, qui n'écoutent pas le truc au complet, là, mais à retourner avant, aller voir les images. Ces livres-là, puis pour vrai, même dans la façon, juste le chapitre que toi, tu as écrit pour ton Pillars, volume 2, issue 3, Wayfarer's Heart. C'est juste jouer avec la structure des mots qui descendent. Tu sais, ça, là, c'est un trip, là, de... Ouais, c'est un trip de poète ou de... C'est hot. Écoute, c'est pour faire un effet miroir avec comment la pensée part d'une instance à une autre, fait un drôle de puzzle avec beaucoup d'anecdotes. Aussi de la façon qu'on a, si tu veux, ce texte-là en particulier, c'était une espèce de survol, voyage dans le passé de plusieurs instances très importantes dans la fondation de la compagnie, puis des expériences personnelles à moi ou dites ésotériques. Mais c'est amené d'une façon aussi à te faire comprendre vers la fin que oui, l'esprit, the mind, dans le fond, était une faculté qui reconstruit un peu à sa guise, sans nécessairement te donner le point précis de la vérité. Et c'est très peu important. C'est pour ça qu'on vit dans un monde de symboles puis de mythes, qu'on se rappelle tout le temps à nous-mêmes. Puis, en tout cas, je trouve ça vraiment le fun. C'est de loin la plus pure expression de l'art que j'ai pu faire à date. Même si j'ai touché un peu à tout, même si j'adore le cinéma, même si j'adore la musique, à travers les écrits puis à travers les livres ou l'amour que j'ai pour le physique, parce qu'on s'entend, on en a déjà parlé, mais on fait un autre lien. Toi puis moi, on a déjà travaillé pour le journal Le Voir. Quelques années différentes. Hour aussi. Hour aussi. J'étais carrément... Tu sais, là-bas, en tout cas, à l'époque que moi, je travaillais là, tu avais un infographe attribué à certaines publications. Moi, j'avais Hour, j'avais 2 voirs... régionaux. OK. Fait que tu vois, genre, mais c'est moi qui s'occupais du voir. Fait qu'effectivement, j'ai travaillé là pendant 2 ans. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années environ au Journal La Presse, dans le milieu de la prod, donc tout ce qui est graphique. Puis c'est en travaillant à la presse, puis en ayant beaucoup de plaisir. J'ai adoré travailler là. Mais que quand eux autres, ils prenaient le virage digital, moi, de moins en moins, j'étais content. Ouais, moi, étant un amoureux de l'imprimé, ayant étudié là-dedans, moi, je me disais non, ça c'est mon futur, il n'est pas là-dedans. Puis on the side, ça faisait déjà quelques années que j'étais auteur, on va dire. J'aime pas ça même m'appeler auteur. Pourquoi? Parce que c'est pas des paroles de chansons, mais c'est pas ce que je fais à longueur d'année. Je respecte les auteurs qui ton métier, le font as a craft. Comme a well-honed craft, qui ont étudié là-dedans, qui travaillent à ça. Moi, je veux pas, le chapeau que je porte, ben, il s'élarge. En tant que self-made editor, on pourrait dire ça de même, et en tant que self-made man en général,
Oui, j'ai écrit un livre. Oui, je travaille sur un deuxième. C'est ce que j'ai fait toute la journée, d'ailleurs. Mais c'est ardu. C'est pas facile pour moi. C'est un challenge. Mais on dirait que j'ai une beauté dans l'art. Ouais. C'est très cathartique. Travailler fort. Puis, tu sais, on parle de médium physique. Tu sais, rue Morgue, là, je le dis en français parce qu'initialement, c'était... c'est français, tu sais. Bon, en fait, non. C'est Edgar Allan Poe. Mais, tu sais, la rue Morgue, c'était dans son texte. Même si les Anglos, c'est Rue Morgue Magazine. Rue Morgue, il persiste, hein? Ça continue, 6 numéros par année. Moi, j'ai une fierté incroyable d'avoir mes mots imprimés de temps en temps dans le magazine. Sur le site web, c'est cool aussi. Mais quand c'est printé dans le magazine, c'est parce que c'est vrai, c'est tangible. Même si j'ai eu beaucoup de mes entrevues avec des gens comme Kirk Hammett ou Phil Anselmo qui étaient imprimés dans les pages digitales du site web. J'étais très content, mais c'est rien à comparer à l'entrevue que j'ai faite sur, encore un autre lien, sur le plateau de Turbo Kid avec Michael Ironside qui s'est retrouvé dans les pages de Rue Morgue. Puis je capotais là, juste de parler à Frank sur le plateau, puis à Anouk, puis à Johan Carl, mais après aussi, avoir le magazine dans les mains, hey, votre nom, le nom du film, il est sur le cover. On appelle ça la vraie vie, d'un sens. Ou en sens que ce côté-là de la proximité, puis même si c'est une proximité à travers un médium, mais le médium, si tu l'as dans les mains, tu peux le ressentir. Souvent, on aime utiliser un terme dans le milieu, en tout cas, dans lequel j'opère, qui est, dans le fond, c'est un objet talismanique. Parce que justement, c'est imbu d'une essence, c'est imbu d'une certaine énergie, clairement d'une intention, puis c'est pas consommé de la même façon. Il y a une forme de révérence. Je pourrais même dire que du côté, si on parle de l'impulsion de collectionneur, j'ai plein de trucs. Moi aussi, je tripe sur le physique, les cassettes, c'est quoi le truc de Night of the Living Dead qui est en arrière de toi, là? Juste à côté. C'est parce que je suis un vrai geek de beaucoup de choses. Puis, c'est beau, ça. Entre autres, je suis un gros fan de board game. Ah, c'est un board game? C'est un board game. Magique. Ah ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est un autre, tu vois, c'est un autre côté de collection. J'ai pas des millions de collections, là, mais les board games, clairement, c'est ce que je collectionne le plus. La musique aussi, évidemment. Bon, mais c'est un peu tout ça. Mais le format physique, tu sais, c'est le format physique. Puis j'étais un gars des années 80 comme toi, tu sais. VHS, tu sais. VHS. Écoute, t'as parlé avec du monde que je connais bien, tu sais, mettons Borman avec cette entrevue. Puis ça me rappelait juste à quel point Borman et Vic, quand ils ont habité ensemble dans le temps qu'ils jouaient dans Dope Throne, c'est eux autres qui ont en partie hérité toutes mes VHS. Parce qu'à un moment donné, je m'en débarrassais, j'ai donnais, tu sais. Puis je sais qu'il y en a encore, surtout mes clamshells de Anchor Bay. Oui, là, oui, j'en ai plein, ils sont ici. Là. Les films italiens, là, Il y en a un, là, c'était lequel? Je pense que c'était Grindhouse Releasing, c'était Cannibal Ferox en clamshell Special Edition. Il venait avec un plaster. Un plaster, c'était marqué « Use in case of cannibalism ». C'était écœurant. Je peux pas croire que je me suis débarrassé de ça. C'est ça qui fait mal des fois quand tu fais comme « OK, on passe à d'autres choses ». Puis je tréballais mes boîtes en me disant « ça vaut rien, j'ai même plus de player pour les cassettes ». Puis je la regrette. Des fois, je rachète des niaiseries. Tu sais, j'ai racheté ça l'autre fois. Cassette VHS de Live Intrusion. Oui. Écoute, c'est un classique. Je l'ai racheté juste pour... la postérité, j'imagine, I guess. Ouais. Mais tu sais, puis je comprends ce que tu me dis aussi, tu sais, le côté talismanesque de posséder ces choses-là, puis c'est exactement ça. Mais moi, on dirait que ma réflexion, pourquoi que je fais ça, accumuler autant de shit, tu sais, genre, ma blonde, tu sais, elle se demande des fois, tu sais, ma blonde est bibliothécaire, tu sais. Fait que là, puis tu sais, quand la boîte de livres est arrivée à la maison, là, quasiment, les deux, on aime ça. Il y a un côté sensuel au livre. Moi, en tout cas, je te dirais que... Elle sent les livres, tu sais, là. Avec raison. L'odeur, je comprends. Le beau papier, la texture, c'est doux, très important. Oui. À un moment donné, je suis parti sur une espèce d'aparté philosophique avec mes amis au téléphone parce que je lui expliquais le plaisir que j'avais de regarder mes livres dans les bibliothèques. Parce les regarder, exact. Puis je disais, ça va plus loin que le côté collectionneur. Je dis, c'est d'observer toi-même en train d'observer.
puis de voir le puzzle, quel genre de puzzle tu fais avec qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres-là en tant que connaissance, qu'est-ce que ça dégage, pourquoi ça puis ça fonctionne ensemble, mais qu'il y a une espèce de chaos, genre, qui est là, même si on essaye de mettre de l'ordre là-dedans, mais il faut comme, we have to let it go. Il faut comme abandonner le principe de comme se sortir de son propre chaos. Ça reflète énormément son propre processus d'introspection. Fait que je trouve ça fascinant. Alors, fait que c'est un peu le même que je vois ça. Puis, en fait, je te ramène toi-même à ton propos de ton émission, mais est-ce que l'horreur va là-dedans ou c'est où que l'horreur devient intéressant? C'est une question que je me suis posée parce que les premières fois que j'ai été attiré vers l'ésotérisme, ça avait une composante énorme qui était, on va dire, radicale ou antinomienne, qui est vraiment comme dans une forme de rébellion, on s'entend, de jeune homme qui avait des pensées très sombres. Okay. Puis ça venait avec des œuvres sur la nécromancie, des trucs comme ça. Là, c'était un amour qui était... Ouais, c'était un amour qui était quasiment romantique d'un sens avec la mort ou l'inexpliqué, mais qui est terrifiant. Donc, lui a été très, très, très important. On voit Cthulhu, une représentation de Cthulhu. Les œuvres en général de Lovecraft, au départ, quand ont fait une grosse, forte impression pour moi en tant que jeune homme. Puis je me rappellerai toujours du premier livre. En fait, c'était même pas du total Lovecraft, c'était Auguste Derleth qui reprenait une short story de Lovecraft et avait fait un livre au complet avec. Ah ouais, OK. En français, c'est Le Rôdeur sur le seuil ou The Lurker at the Threshold. Et puis, ça a pris des années, mais je parle là, plus que 20 ans avant que je puisse l'acheter. Ah ouais. Parce que c'est extrêmement difficile à trouver en version francophone avec cette page couverture-là. Ça, c'est le livre exact que tu as lu. C'est exactement ce livre-là que j'avais lu à l'époque de la bibliothèque quand j'étais un enfant, là, quand j'avais 10-11 ans. Okay? Ça serait le premier truc horrifique que tu aurais été en contact. Avec tonneur occulte, avec... mais tu sais, on s'entend, Lovecraft a comme tout inventé, mais il a inventé en étant très, très, très groundé dans certains vrais grimoires, dans certains livres historiques, dans certains auteurs historiques qui donnaient dans l'occultisme. Puis déjà, j'étais fasciné. Déjà, j'étais vendu à cette affaire-là. Puis là, c'était... Allumer la lumière. Ah oui, puis de suite, de fil en aiguille, j'ai eu des gens qui m'ont introduit à des formes de films d'horreur de pire en pire, un peu comme la musique, de plus en plus extrême. Plus creux, moi, j'avais un père... Mais le premier film, t'en rappelles-tu de ton premier film d'horreur? Oui, écoute, je sais que c'est le genre de question que tu poses à l'occasion. Fait que, je m'étais mis des petites affaires. Même moi, j'essayais de m'en rappeler, puis j'étais comme, quel genre de film j'ai vu étant trop jeune? Tu sais, trop jeune. Ben oui, puis qui t'a marqué, parce qu'il y a beaucoup de films qui nous marquent. Puis là, c'est ça. Ma mère était très sévère chez nous. Okay? Fait que ça ne rentrait pas, les films d'horreur, il n'y avait rien de là. Mais ceux qui m'ont frappé, c'est quand j'allais chez mon père, que lui avait Vidéotron en loop. Lui, il s'en foutait un peu. Lui, c'était très lax quand on allait le voir une fin de semaine par 2 semaines. Fait que, tu sais, justement, des films que j'ai souvent entendus sur ta plateforme, People Under the Stairs, Fright Night, The Fly. The Fly, ça m'avait traumatisé avec les génitales, là, les parties génitales dans la pharmacie, là, genre, sérieusement, j'étais capoté bien raide. Mais tu sais, comme. Mais je me rappelais pas, il y a ça. On voit. Je pensais que c'était les oreilles. On voit son sachet. C'est assez quelque chose. Puis sinon, Aliens 2, évidemment, Aliens, les Army of Darkness qui jouaient en répétition, Predator 1 puis 2. Mais sinon, ça a été plus comme chez ma mère, de façon à se cacher, on allait louer des animés, mais qui n'étaient pas encore catégorisés comme étant adultes. Fait qu'on pouvait tu sais, comme aux vidéos. Avec des tentacules de. Non, pas des affaires comme aussi graves que ça. Ça, j'avais pas encore tombé là-dessus, mais Fist of the North Star, que j'ai vu vraiment trop jeune, qui était hyper gore, genre c'était gore as fuck. Tu sais, même Akira, je me rappelle quand ma mère avait tombé sur la. J'avais fait une version copiée quand elle ne regardait pas. Là. Puis je me suis fait chicaner. Oh boy, je me suis fait chicaner. Mais bref, elle n'était pas contente. Mais sinon, dans les films que j'ai vus vraiment trop jeune, maintenant, on s'est fait. On se faisait garder par une amie de ma mère. Puis elle nous avait donné de l'argent, elle avait dit allez louer ce que vous voulez. C'était un dépanneur du coin. Dépanneur qui avait comme un petit peu de cassettes. Oui, puis des fois, les dépanneurs, il y avait des films hardcore. Là. Il y avait Toxic Avengers. Ah, nice. Qu'on ne connaissait pas du tout. Fait que là, je te parle enfant, trop enfant. Là, OK?
Puis, genre 7-8 ans. Là. Ouais. Puis on met ça chez eux, là. Tu sais, les 3 enfants, comme ça, genre. Il y a un enfant qui se fait passer dessus en char. Là, ben, c'est ça. Puis ma mère de rentrer dans la pièce à ce moment. Écoute, cette fois-là, on s'est fait engueuler, mais je pense que j'ai jamais vu ma mère engueuler la gardienne, qui était une de ses amies de même. Asti, elle a mangé un char. La honte! C'était horrible comment elle s'est fait détruire, cette femme-là, mais tu sais, mon père, comme je dis, ben, c'était lui. Tu sais, lui, il louait des affaires de sexploitation pour quand on allait faire dodo. Tu sais, Ilsa, la Louvre des SS. Tu sais, des conneries de même, là, tu sais. Puis toi, t'allais l'écouter après quand lui était couché. Non, j'essayais, mais tu sais, ça marchait pas. Mais il nous faisait louer des affaires que chez ma mère, c'était comme non, tu sais, on pouvait pas voir ça. Fait que, mais c'est plus tard, en étant comme jeune homme, que là, à un moment donné, je me rappelle, là, à ce moment-là, la philosophie avait changé chez nous. J'étais rendu pré-ado. Puis ma mère a travaillé justement. Étrangement. Ma mère a déjà travaillé à la presse, mais carrément pas à la même époque que moi. Ah okay? Ouais, OK. Puis en travaillant à la presse, elle était amie avec SV Belge. Je sais pas oui. Ben oui. Il a fait des pochettes d'Amorphis aussi. Ben oui, Amorphis, Cataclysm, Oblivion dans le temps. Lui, genre, c'était un ami de la famille parce qu'il travaillait à la presse. Okay. Puis il était même venu à l'époque au mariage de son deuxième mariage. Tout ça pour dire que... Mais lui aussi, il est dans ma liste d'invités de futurs. Ah, ben lui, tu vois, genre, j'ai travaillé avec pendant des années. Super fin. Là. Parce que quand je travaillais à la presse, il travaillait encore là. On est partis quasiment dans le même temps, lui puis moi. Quand on a sacré notre camp de la presse, ça a été un an de différence à peine. Puis on était bien chum. Puis même quand j'étais jeune homme, là, très, très jeune, lui, il avait dit « Hey, ton fils tripe ses affaires d'horreur. » Il m'avait fait des cassettes plein de films, vraiment, là, que tu ne peux pas trouver nulle part ailleurs. Ah ouais, hein? Okay. Genre, c'était avec lui que j'ai découvert The Untold Story. Oh shit! Ebola Syndrome. Oui, les films de catégorie 3. Ricky O, The Story of Ricky. Oh chinois. C'est tellement bon, genre Ricky O. Ultra Gore. Il y avait Cannibal Holocaust là-dessus, qui est Cannibal Holocaust, qui est devenu tellement un de mes préférés que je m'étais acheté dans le temps que c'était tough trouver ça. C'était comme le balbutiement, le début de l'Internet. J'avais trouvé un site qui vendait des T-shirts de Cannibal Holocaust. Ah oui, genre Rotten Cotton? Ou, oui, exactement. Puis j'avais acheté mon premier T-shirt de Cannibal Holocaust. Avec la fille sur le pieu. C'était ma camisole de show avec mon premier band de black metal. Nice. C'était la camisole de show que j'avais tout le temps. Si tu le vois, genre, c'était ça. Fait que ça fait longtemps que j'ai ce chandail-là, mais c'est pas celui de Rotten Cotton. Okay. J'en ai un que je sais pas, UX2O. Puis, j'avais Gates of Hell aussi, la fille qui vomit ses trucs. Ah, nice! Mais celle-là de Cannibal Holocaust, j'ai comme, depuis que je suis rendu papa, tu sais, j'ai une petite fille de 8 ans. Ah, c'est rough. C'est rough. Comment? Je le mets comme plus chandail-là. Je peux plus vraiment le mettre. Je te comprends totalement. Je comprends totalement. C'est même douteux pour maintenant, mais tu sais, c'est difficile quand tu étais adolescent. Tu cherches l'extrême. Ben oui, tu cherches l'extrême. C'est ça, tu cherches l'extrême. Puis tu sais, évidemment, bon, les brain dead de ce monde, c'est comme ça a été dans les préférés, ainsi de suite. Écoute, j'ai été, bizarre à dire, mais j'ai été sur BS pendant 3 mois dans ma vie. Ah ben, 3-4 mois, OK? Non, mais tu sais, il faut... L'année de même, j'étais entre des changements. J'étais très... j'étais jeune, mais on était déjà en appartement. Je suis parti en appart à 17-18, moi. Parti jeune, quand même, OK. Ouais, puis c'était mon premier appart. J'étais entre 2 jobs. Puis j'ai travaillé pendant des années dans un vidéo qui s'appelait le Vidéo Roma à Saint-Léonard. Vidéo Roma, c'était un des plus gros vidéos en Amérique du Nord. Shit! C'était gigantesque dans son rêve. Ça avait été racheté par Vidéotron. Je travaillais là pendant des années, fait que j'accumulais les films, puis je commandais des films pour moi. Acheter aussi. Ah ouais, OK. Ouais, c'était vraiment, là, c'était sans arrêt, mais c'était drôle parce que dans ce temps-là, à un moment donné, j'avais arrêté, je travaillais plus dans une vidéo, mais un de mes meilleurs amis, Fred, on était tous les deux sur BF en même temps, puis on allait tout le temps louer 3 films, 3 piastres, $3 aux vidéos sur Place Chaumont à Anjou. Puis écoute, avec notre grosse bière, puis c'était ça, on a passé tous les films d'horreur, même les pires marques que pendant 3 mois, 3 films par jour. Tout le temps. Genre, c'était tout notre argent allait là-dedans, puis de la bière, tu sais, c'était comme... Là, 3 piastres, ça coûte pas trop cher, ça va, là, le budget le permet. C'était ça, c'était dans notre petit budget, là, il fallait ça absolument, mais ça a été très formateur ces années-là, puis Fantasia a été extrêmement formateur. Oui, ben c'est ça. Depuis 96, 97. On avait parlé un peu de Fantasia, il faut d'ailleurs que je fouille dans des boîtes, là, si je peux pas trouver des programmes qui te manquent. Parce que, oui, il faudrait, parce qu'il m'en manque quelques-uns. Parce qu'encore une fois, on est dans l'imprimé, on est dans le format physique. Fantasia, il nous permettait ça d'avoir, à l'époque, tu sais, justement, accès à des films qui n'étaient pas distribués. Puis, on avait un programme en plus pour se rappeler de quels films qu'on voulait voir ou qu'on avait vus. Puis, le programme, tu sais, puis en 2012...
Je faisais des détours là, au centre-ville, là, genre je partais d'Anjou, genre tout le temps, ouais, let's go. C'était le pèlerinage genre, pour aller pogner. Chercher ton programme. Ah oui, puis là, l'éplucher. Ah oui, absolument. Puis moi j'ai vu, je pense en 97, il me semble que c'est en 97, j'avais vu Night of the Living Dead là-bas. Puis l'ambiance, tu sais, le monde, la réaction, ça m'avait fait capoter, tu sais. Puis là, pas longtemps après, l'année d'après, j'avais vu, je pense, House by the Cemetery de Fulci. Genre, l'intro, la scène d'intro avec le couteau dans. Tu sais, c'était comme, oh my god. Fait que là, Fulci est devenu un de mes préférés, évidemment. Ouais. Là, c'est là, Fulci, c'est à Fantasia que tu l'as découvert. Fulci, ouais. Puis, tu sais, tous les premiers Fulci, là, ça commençait à Fantasia, mais tu vois, je l'ai à quelque part aussi, genre House by the Cemetery. Mais c'est le premier Fulci que j'ai vu, c'est House by the Cemetery. Je pense que je t'ai retourné voir The Beyond, moi, à Fantasia. Ben oui, avec raison. C'est quoi d'autres affaires aussi? Ah oui, un des premiers que j'avais vu aussi dans les premières années. Mais c'était peut-être 2-3 ans après la première année. Ça. C'est pas horreur, mais c'est fucked up en ouais, j'ai jamais vu ça. De Takashi Miike, Dead or Alive. C'est un film de Yakuza, un film d'action. Ouais, puis c'est violent. Non, c'est hyper violent, puis ça va dans des territoires disturbing. Ouais, c'est quelque chose. En tout cas, fait que ça, c'est devenu là. Ouais. Oh my God, j'ai eu des dates, j'ai eu des premières dates à Fantasia. Fantasia, c'était littéralement, là, ça faisait partie de mon monde. Puis quand je travaillais au revoir pour Hour, j'étais écrasé. Là, j'avais à côté, à côté, ben oui, c'est ça, exactement. Tu sais, moi, on avait. Avec les passes, là. Oui. Milieu passe. Ben oui, exactement. Puis même avant ça, moi, j'achetais des lisières de billets. Puis j'avais ma canette ou ma bouteille dans un sac en papier brun. On faisait la file jusqu'à Sainte-Catherine. Quand c'était à l'Impérial. Mais vraiment, tu sais, ça a été instrumental à mon déménagement à Montréal. Moi, je suis un gars de Chicoutimi. Puis, tu sais, je reçois, moi, par la poste, le programme de Fantasia 1998 par la poste chez nous, de mes chums qui est déménagé quelques années avant moi à Montréal. Puis là, je vois ça, je fais comme, c'est donc bien malade. Tu sais, moi, à Chicoutimi, au club vidéo, j'ai accès à des films traduits, pas sous-titrés. Tu sais, là, c'est comme, non, moi, je vois le film version originale là, dans la vie. Ben, on l'a pas, tu sais. Il faut que tu ailles. Il faut que tu déménages. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment intéressant. Genre, c'est. Ouais, il y a des mondes qui créent autour de ça. Oui, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, ça continue. Puis comme tu disais tantôt, le public, la foule, les réalisateurs le disent. Il n'y a pas de public comme Fantasia. Là. Le monde sont en feu. Quand c'est un film qui se prête à ça, quand c'est pas un drame intimiste ou un film, tu sais, un slow burner, le monde explose. Le monde, ils veulent avoir du fun. Fait qu'ils arrivent craqués. Puis, j'ai vu certains de mes films préférés là-bas, puis j'ai vu certains de mes films que j'ai plus détesté aussi, pour plein de raisons. Là, mais, Hit and Miss tout le temps, ben oui. Mais pas nécessairement juste Hit and Miss. Tu sais, comme tu sors avec un profond dégoût ou haine quasiment. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que dans le fond... T'en as-tu un que tu te souviens, là, que t'as eu une réaction vraiment intense? Ah, c'est dommage parce que moi, je sais pas si tu fais ça pour tous tes invités, mais si tu ferais un genre de... Les pires films, Sinister Seven, là, pourrais t'en sortir un. Pas t'en sortir. Mais... non, j'ai jamais fait ça, là. Non? Moi, mais en tout cas... t'es pas obligé si ça te tente pas, là. Écoute, le film que j'ai le plus détesté, c'est A Serbian Film. Ben, hey, mais pour vrai, là, juste avant que tu dises ça, là, puis là, j'y pensais, là, c'est exactement ça. Puis, je vais dire moi pourquoi, mais je vais attendre tout. Ah oui, donc, ben, écoute, je vais sûrement abonder en ton sens, mais si je fais ça rapidement, c'est parce que en tant que jeune homme qui, comme tu dis, genre, pendant longtemps, la seule chose que tu veux, c'est pire. C'est pour ça que la corrélation métal et horreur marche tellement. Non seulement parce qu'il y a plein de bands comme Cannibal Corpse ou Deeds of Flesh, Cryptopsy, tu sais, toutes mes bands préférées dans ce temps-là, dans l'extrême, ou les bands, je m'excuse de dire ça, mais plus raffinées des fois, black metal, qui vont plus du côté occulte ou plus ésotériste. Ça parle quand même énormément à tous les sous-genres d'horreur aussi. Oui, oui, tellement. Donc, tu sais, il y a carrément des bands, c'est pas mes bands préférés, mais mettons comme Cradle of Filth, que c'est purement vampirique, puis là, ça a le côté Hammer Film, puis tout, tu sais. Oui, exact. Ouais. Mais dans la quête d'aller du pire à pire à pire, moi, je me rappelle, j'étais vraiment, tu sais, je vivais extrême. J'étais un gars qui live du temps dans le Quintessence. Je m'ouvrais, on se saignait, on se saignait à blanc. Fait que c'est pas comme si j'étais comme facilement phased, mettons. Oui. On va dire ça de même, OK? Non, exact. Puis, tu sais, moi, genre, la plupart des films qui reviraient de bord tout le monde, moi, c'était exactement ce que je voulais voir. Fait que cette année-là, le seuil de tolérance très haut. Fantasia vendait ce film-là comme étant justement plus. Ça va être le pire que vous allez voir cette année, blablabla. Puis je m'étais dit, bon, ça va être Human Centipede, que j'ai trouvé bof, anyway, de toute façon.
Mais Serbian Film... T'avais-tu vu la bande-annonce avant? Non. Non, OK. Non, t'es arrivé... Même pour tout, moi. Je ne vais jamais voir les bandes-annonces avant. Okay. Je me fais une description, je veux que l'imaginaire parte, puis après ça, j'y vais, genre, puis tu sais, comme ça, je peux faire ma propre review, pas avoir vu des spoilers, tu sais, j'ai ça. Ouais, c'est tough de faire ça, mais tu fais bien. Mais là, Serbian Film, au début, quand ça a commencé, juste avec la violence, je m'étais dit, nice, c'est gore. Ça a pris, là, je peux même pas croire que j'étais là avec mon existant. Je peux pas comprendre comment elle devait se sentir. Ouais, hein? Mais même s'il y a un côté quasiment ridicule, à quel point ça peut être extrême. Grotesque, exact. Je suis sorti de là, puis je voulais me laver la face avec du savon. Ouais. J'avais comme littéralement, j'avais l'impression que ma mère avait, quand elle me décrivait son expérience d'exorciste au cinéma, dans le temps. Mais moi, genre, ça m'a. L'Exorciste, c'était comme. C'est excellent, c'est un film excellent. C'est choquant, même. De là à me choquer, pas tant. Non. Mais c'est ça, il faut se remettre en film, c'est les thèmes de Serbian Film. Puis j'ai fait comme, you know what? Ça, c'est là que je draw the line. Puis j'ai dit, dans ma vie, j'aurais pu ne jamais voir ça, j'aurais été plus heureux. Pas juste comme, je l'ai vu, puis c'est correct, je passe derrière. J'étais comme, non, j'avais juste pas besoin de voir ça. J'aurais aimé mieux pas le voir. J'aurais aimé mieux pas le voir. Et je pense que c'est le seul film à ce jour que, mis à part si c'est un film qui est profondément en plate, puis j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps, ça, c'est un film que j'aurais préféré ne pas voir. Mais dans le temps, tu m'as essayé de me convaincre de ça. En me disant, c'est pire film, tu verras jamais. Puis moi, je t'aurais fait comme, Chris, je vais encore plus le voir. Oui, exact. C'est même tu me le vends, tu sais. Mais justement, je me suis fait avoir bien raide parce que I cannot unsee it. Exactement, c'est exactement ça. On peut pas voir son... c'est une espèce de métaphore boiteuse, parce que lui, là, t'étais resté à la fin pour le Q&A. Puis je trouvais tellement que c'est... moi, je suis resté à le Q&A, je voulais voir qu'est-ce qu'il avait à dire pour défendre son film, parce que son film, c'est un film qui est techniquement irréprochable au niveau de la technique. C'est bien fait. La musique, les effets, tu y crois. Ça a l'air fucking vrai. C'est lourd. Oui. Puis les performances, tu sais, sont bonnes, dans le sens que, tu sais, il y a des dépravés. À la hauteur de genre Martyr, mais j'ai beaucoup plus aimé Martyr, même dans son fondement philosophique bizarre. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même un propos. Puis, mais Martyr, il nous martyrisait avec son film, un peu comme Irréversible aussi. Oui, qui est un chef-d'œuvre, mais comment tu veux réécouter ce film-là? On ne peut pas réécouter ces films-là. Jamais, mais il y avait une certaine classe. Un côté très artistique au film. Que j'ai jamais vu dans Serbian Film. Non, c'est ça. Mais Serbian Film, je dirais que il y a des trucs qui fonctionnent au niveau esthétique, mais c'est tellement dépravé, c'est tellement malsain, c'est tellement déviant que j'ai de la misère à... Tu sais, on est témoin de ça. Là. On est là, le gars, il met ces déviances-là dans le film. Puis après ça, pourquoi il a fait ce film-là? Parce qu'en Serbie, quand tu nais, tu es déjà fourré. On dirait que c'était ça qu'il disait. Puis que ça ne peut pas bien aller ta vie parce que tu nais en Serbie. Puis là, c'est un constat ou une vision tellement nihiliste, tellement sale qu'on dirait qu'il veut nous... Mais écoute, même des artistes de l'Europe de l'Est qui vont dans l'extrême, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai beaucoup de livres qui, mettons, j'ai une bible genre, gros de même sur l'œuvre artistique de Hermann Nietzsche, qui était un gars qui faisait des peintures avec des buckets of blood, tout du vrai sang, genre, et qui éventrait des carcasses d'animaux pas complètes, puis le monde nu se roulait dedans. Performance, c'est horrible, c'est performance, mais comme dans le pays que extrême. Et étrangement, quand tu lis le côté philosophique de l'artiste, c'est hyper intéressant malgré tout. Fait que ça combine la déviance avec le truc, mais il n'y a pas beaucoup de redeeming quality, je trouve, à Serbian Film. Tellement pas. Mais ceci dit, après ça, c'est un choix personnel, puis je ne juge pas personne qui dit « Ah, moi, j'ai trippé ». Non, il n'y a pas ça. Mais il faut être capable de mettre sa propre limite. Puis moi, je l'ai mis à Serbian Film. Puis moi, je connais plein de gens qui sont comme toi puis moi, puis on est capable d'en prendre. On en a plus en esti. Puis il n'y a personne dans ce cercle assez petit, là, quand même, là, de gens qui veulent aller le plus loin possible dans ces films-là, qui ont trouvé ça
distrayant, bon, ou, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est... Mais, tu sais, la sous-genre de l'horreur qui est torture porn, déjà que si tu me le demanderais à point blank, à cette heure que j'en ai vu tant, c'est vraiment pas ce que je triple le plus dans l'horreur. Moi non plus. Puis je suis allé là, les premiers, tout ça. Mais ça a jamais. À l'intérieur, oui. Il y a des très bons films là-dedans. Sauf que pour moi, genre, c'est comme. En fait, quand je vais vers le gore, étrangement, ce que je me suis rendu compte que j'aime après Star du haut de mes 42 ans, j'aime le côté drôle, en fait. Ben oui. Il y a un gros côté entertainment dans le gore. Ah oui, oui. oui. C'est comme ça, c'est vraiment ce que je triple le plus. Mais c'est ça, quand tu vas dans le real life horror de même, c'est bien, mais encore une fois, genre, je vais devenir très dosé, puis mon approche est rendue beaucoup plus passive par rapport à ça. Mais tu sais, si, mettons, à moins que tu ne veuilles pas qu'on en parle tout de suite, mais si on parlait, mettons, de mes directeurs préférés, alors, allons-y, parce que là encore, on a un timer. Là. 8 minutes 51, fait on parle de tes réalisateurs. OK, allons-y avec ça. Écoute, moi, j'ai marqué, dans mes petites affaires, j'avais marqué... bon, c'est sûr que des directeurs, j'en ai beaucoup que j'aime. Là. J'adore Lars von Trier en général. Petite parenthèse, là. Tantôt, tu parlais de Serbian Film. Puis cette année-là, il y a un autre film de Serbie qui a été présenté qui s'appelait Life and Death of a Porno Gang. C'était Puis je ne suis pas sûr si c'est serbe. En tout cas, c'est un film de l'Europe de l'Est aussi. Puis c'est un film qui était extrême, puis qui était très, très, très là, dans le dogme, là, 94. Tu sais, vraiment dans cet esprit-là, tu sais, cinéma vérité. Puis là, on est dans une espèce de cirque ambulant qui est ultra, comme les idiots un peu mélangés avec un film de freak show. C'était incroyable. Je l'ai vu une fois, je l'ai vu à Fantasia, j'ai capoté, puis après ça, tu sais, c'est comme vraiment dans des thèmes, ça vient violent aussi, ça vient extrême, mais c'est beaucoup plus lumineux, puis beaucoup plus, comment dire, en tout cas, dans mon souvenir, ça fait quand même une bonne 10 ou 15 ans, là, ce film-là, que ça a été présenté. Ben écoute, ça, c'est quelque chose que j'aimerais checker, for sure. Mais Lars von Trier, c'est quand même quelqu'un de très original. J'adore Cronenberg. Dans mes films préférés, justement, j'ai pas le choix de le mentionner, même si c'est pas totalement horreur, mais Naked Lunch. Naked Lunch. Genre, c'est vraiment un de mes livres, tu sais, c'est un livre aussi, mais préféré. Sinon, tu sais, quand on tombe gore, funny, juste le fun, les films, en général, j'ai mistake, là, Brian Usna et Stuart Gordon. Oui, ben oui. Fait que, tu sais, dans le fond, quand tu tombes Society. dans le fond... Oui, Society, qui est un de mes films préférés, vraiment. Genre, j'adore Society, mais tu sais, comme Castle Freak, genre, tous les films de Jeffrey Combs, genre, tu sais, comme les From Beyond, Reanimator, je les ai à quelque part aussi. Tu sais, comme ça, c'est vraiment mes trucs que j'ai plus trippé. Mais sinon, j'étais un gros fan. Écoute, ça, je suis pas sûr que personne ne t'a jamais parlé de ça, mais justement, on a parlé un peu de Lovecraft plus tôt. Tu connais-tu ça? T'as-tu déjà vu le film A Call of Cthulhu? Non, ça, je pense qu'ils l'ont déjà présenté à Fantasia. Ça, c'est un film genre de récent. Pas genre... En noir et blanc. Ouais, c'est ça, comme Old School avec du piano. Genre. Avec du piano, tout le kit, qui a été fait par The Lovecraft Society. Et c'est excellent. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré ça parce que j'étais un gros fan des œuvres plus vieilles, dont Un chien andalou. Ouais. Les premiers effets là, qui sont vraiment comme, qui encore une fois, encore maintenant, quand tu vois l'œil se faire slicer, tout le monde a une réaction. Et c'est pas jeune, ce film-là. C'est quoi, c'est 30-40? C'est fucking vieux. Là. You know what, genre 1929. 29! Et genre, si on avait parlé de mes films à teneur occulte que j'ai le plus aimé, mettons, pour rester dans la thématique, il y a The Gollum. Un des plus vieux films en noir et blanc de 1915. Excellent. C'est allemand, hein? Der Golem, c'est ça? Oui, Der Golem, genre, qui est basé sur le livre de Meyrink, Gustav Meyrink, puis qui est vraiment excellent, mais aussi qui parle aussi d'une branche de l'ésotérisme judaïque qui est la création d'un golem. Fait que, c'est super intéressant, mais dans le plus récent, tu as A Dark Song. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Non. A Dark Song, c'est un film d'horreur. Le Dark Son? A Dark Song. OK, une tonne. Oui. Okay. Et c'est carrément une opération magique complète de A à Z, dans le fond, qui est tirée d'un grimoire d'Abré-Malin, en fait, le grimoire d'Abré-Malin. Et puis, c'est extrêmement bien fait par rapport à ceux qui ont justement fait l'opération de Conversing with the Holy Guardian, genre, peut-être Your Holy Angel. Okay. C'est vraiment, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. C'est crédible comme truc. Là. Ils se sont inspirés du... C'est crédible. Et beaucoup de gens dans l'occultisme respectent énormément
ce film-là. Donc, puis le film, c'est quel genre de film? C'est un film, tu sais, c'est épeurant, c'est ambiant, c'est un sorcier, on pourrait dire ça de même, mais qui s'embarque dans une maison avec une femme qui veut, si je ne me trompe pas, reconnecter ou rapiécer quelque chose du passé, notamment quelqu'un qui est mort dans son entourage. Okay. Mais il faut qu'il fasse toute l'opération au complet pour qu'elle puisse avoir une conversation avec son Holy Guardian Angel. Et ça, c'est carrément une opération que l'occultisme britannique, Aleister Crowley, a faite. Genre, a été comme. Ou en fait, qui n'est pas totalement terminé, apparemment. Puis il y aurait. La légende dit qu'il y aurait carrément hanté. Là. Il y aurait carrément une maison là, proche du Loch Ness. Okay. Qui aurait été carrément hanté à cause que lui aurait fait cette opération-là. Il ne l'aurait pas proprement faite parce que c'est une opération sur 6 mois normalement. Si shit, quand même. Donc, mais tu sais, on fait un film là-dessus, puis même s'ils ont pris des libertés, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est souvent, ça, c'est ce qui m'intéresse dans l'occultisme. Même il y a des films qui sont pas des films d'horreur, des fois, qui sont mes films préférés, mais qui touchent au paranormal. Ouais. Il y a un film de Inuratu, genre, qui s'appelle Beautiful. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ben, en fait. De Javier Bardem. Oui. Oh my God. J'ai pas vu le film, mais moi, je suis un gros fan de ce réalisateur-là. Puis pour une raison obscure, j'avais des billets pour aller voir le film. On est allé. Puis là, je ne sais pas, mon ex, à l'époque, elle filait pas pour voir ce film-là. On a commencé le film, puis ça commence super comme dramatique. Là, c'est ça, puis c'est lent. Très dramatique. Puis on est parti. Puis là, je l'ai acheté, je l'ai dans ma collection parce que j'aime beaucoup ce réalisateur-là, puis il faut que je l'écoute à C'est un de mes films préférés. C'est un film sur le deuil un peu. C'est sur le deuil, etc. Puis la dimension ésotérique, c'est que le gars, il semble être capable de communiquer avec les morts, puis de passer le message aux autres. Fait que donc, il y a une dimension ésotérique ou du moins horreur un peu, mais c'est du real-life horror. Puis c'est ça qui vient me chercher dans beaucoup de trucs. Des fois, c'est comme, ça peut être le côté que dans le fond, réel de la vie, genre qui devient comme juste overbearing, puis vraiment comme, tu sais, très, très, très difficile. Mais sinon, tu vois, dernièrement, j'ai vu plein de très bons films, certains très underground, certains moins, que j'ai comme, ben c'est drôle, il y a comme un regain dans l'horreur qui m'ont vraiment intéressé. Il vient de connecter avec toi, là, OK. Ouais, donc justement, dans le real life horror, je sais pas si tu as vu Rent a Pal. Non? Ouais, c'est plus horreur psychologique, là. OK. Mais, oh my God, que ça fait mal. C'est d'une tristesse inouïe. Rent a Pal. Rent a Pal, je vais noter ça, mais là, encore, fucking time is running out. Oh my God. Hey, ton film d'horreur ultime, OK? Ou top 3, là, si t'es pas capable de choisir. Là, ben, comme je dis, on les a pas mal mentionnés, pas mal. Mais c'est sûr que c'est parce que j'essaie de pas mentionner l'inmentionnable, c'est-à-dire l'ineffable The Thing. Que genre, mais tu sais, c'est Cthulhuesque, là. Tu sais, c'est Lovecraft qui est là. C'est tough, là. Ouais, ben oui. Sinon, dans les fauchis, j'aurais beaucoup de misère à dire mon préféré. Je pense que ce serait City of the Living Dead ou autrement dit Gates of Hell, des fois. Là, ça pourrait plus exister aujourd'hui, ces films-là. C'est complètement fou. Tu sais, ce gars-là, fou. Il y a eu cette période-là, là, fin 70, début 80, qui était une période super prolifique pour lui. Puis après, il a fait des trucs intéressants avant. Après, c'est pas très bon, mais non, c'est ça. Ça a été. C'est ça, Naked Lunch Society, on a dit Chien Andalou ou bien de Call of Cthulhu. Vraiment, j'ai vraiment trippé là-dessus. Hey, Gab, vraiment, là, puis là, je suis obligé de rapper ça comme ça. Ben ouais, je comprends. Hey, merci. Vraiment une belle jasette. Puis là, tu sais, je suis content qu'on ait extensionné ça parce que, tu sais, c'est le fun de jaser de plein de sujets. Puis là, on couvrait pas assez dans la petite fenêtre que j'avais mis initialement. Surtout si on parle de livres, de films, de musique. Je sais, il y en a beaucoup. Fait que là, j'aurais pas le choix, peut-être l'année prochaine, de te réinviter, puis on ira plus ciblé, tu sais. Fait que, anyway, on se reparle, c'est clair, bientôt. Puis j'invite... Cannibal Corpse? Oui, tout à fait. Ben oui, un show qui s'en vient. 5 novembre? Oui. Puis j'invite tout le monde à aller visiter les pages sur Internet, site web, Facebook de Anathema Publishing, puis d'aller écouter du Blight, parce que c'est pourquoi pas? C'est plaisant. Hey, excellent. À bientôt. Un gros merci. Salut, man. Salut.